Il était important pour nous de pouvoir représenter devant vous l'ensemble de la chaîne de valeur du groupe, de notre entreprise en France, et afin de répondre à vos questions. Avant de revenir avec précision sur les aides publiques et les chiffres que vous nous avez demandés, les aides publiques dont Sanofi bénéficie, je voudrais, si vous en êtes d'accord, replacer la question des aides au cœur des enjeux du secteur de la santé et de la stratégie de Sanofi. Donc mon propos liminaire sera structuré autour de 5 points. Premièrement, les besoins en santé en France et de par le monde. Deuxièmement, les spécificités du cycle d'innovation qui sont très particuliers dans la biopharmacie. Troisièmement, j'aborderai la stratégie du groupe et la place de la France. Ensuite, le contexte hyper concurrentiel dans lequel nous évoluons, qui est un paramètre très important. Et je terminerai sur le rôle des aides publiques dans ce cadre pour soutenir la compétitivité du secteur, dans le secteur de la santé. Alors, l'évolution des besoins de santé. Nos sociétés modernes, en France et dans le monde, font face, en matière de santé, à de multiples défis. J'en citerai 3 principaux. Le vieillissement des populations, qui génère une augmentation mécanique des besoins en santé. Deuxièmement, la montée en puissance des maladies chroniques, qui a des impacts majeurs pour l'organisation des soins, avec un fardeau bien plus important chaque année. Et enfin, et ce n'est pas une spécificité française, le manque de professionnels de santé, qui vient mettre encore plus de pression sur des systèmes déjà contraints. Alors pour répondre, je dirais, à ces défis, et tout simplement répondre à l'aspiration de tout à chacun de vivre plus longtemps et mieux, nos systèmes de santé ont besoin de nouvelles solutions. On ne soignera pas plus de personnes plus longtemps sans nouveaux médicaments, sans nouveaux moyens de prévention, y compris des nouveaux vaccins. Donc, tous ces défis renforcent donc le besoin d'innovation thérapeutique et en termes de vaccins de pointe. Et c'est l'ambition que nous portons chez Sanofi. Se concentrer sur le développement de médicaments, de vaccins innovants, là où les besoins sont les plus forts. Nous voulons répondre aux besoins de milliers de patients, de millions de patients, dans les maladies pour lesquelles on manquait ou on manque toujours de traitements évolutionnaires. Et je vais vous citer 3 exemples sur lesquels on a une contribution et un apport à avoir sur la santé. La bronchiolite, c'est la première cause d'hospitalisation en France pour les nourrissons de moins de 1 an. Nous avons apporté une solution en France, et la France a été pionnière, parmi les 3 premiers pays au monde à lancer un programme d'envergure, un programme de prévention avec une innovation thérapeutique, une innovation de prévention que nous avons apportée, ce qui a permis d'éviter plus de 6 000 hospitalisations dès la première année, en l'hiver 2024-2025, et probablement encore plus l'hiver qui est en train de se terminer. La bronchite chronique, dont souffrent plus de 3,5 millions de Français, il y a 18 000 décès en France. Nous avons obtenu une autorisation l'an dernier de l'Europe pour cette indication avec une innovation thérapeutique qui devrait normalement être disponible et prête, proposée aux patients en France. Mais enfin, aussi une 3e maladie qui n'a pas de solution aujourd'hui, avec la sclérose en plaques qui touche plus de 100 000 Françaises et Français et qui représente la 2e cause de handicap des jeunes trentenaires dans le pays. Une fois maintenant que le besoin de santé est un petit peu, je vous ai présenté les éléments de l'évolution de ces besoins en France et de par le monde, je voudrais, dans la deuxième étape de mon propos, vous décrire le cycle d'innovation qui est extrêmement spécifique dans le secteur. Les 3 caractéristiques principales, c'est que... Monsieur le Président, je me permets. Je voudrais qu'on passe vite sur les 4 premiers points que vous avez évoqués et qu'on en arrive au cœur du sujet pour lequel vous êtes ici devant cette commission d'enquête, sont les aides publiques. J'ai remarqué quand même que 4 points sur 5, c'est-à-dire 80% de votre exposé, ne concernent absolument pas le sujet pour lequel vous êtes entendu. Donc, je voudrais qu'on aille très vite sur les 4 premiers points. Bon, quand on vous demande de présenter le groupe, oui, présentez-nous le groupe Sanofi, surtout sa partie en France. Mais après, il faudrait qu'on vienne assez rapidement et qu'on évite, excusez-moi l'expression, mais de perdre de temps. On est tous ici, je pense, totalement convaincus de l'utilité de travailler, d'avancer, de faire de la recherche, de la découverte sur la santé pour nos concitoyens et pour nous-mêmes. C'est pas le but de l'audition, monsieur Wolf. Donc, très bien, je vais... Merci. Merci, Monsieur le Président, pour cette clarification. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même un tout petit peu décrire ce qui est spécifique au secteur et qui va être important sur notre stratégie. La spécificité du cycle d'innovation, c'est la longueur. Il faut 10 ans et 2 milliards d'euros d'investissement. C'est-à-dire qu'on s'inscrit dans le temps extrêmement long.
Je vais vous donner un exemple concret pour vous illustrer ce propos. Un brevet de médicament protège pendant 20 ans avant qu'il soit génériqué. Le développement dure 10 ans. Je vous donne un exemple. Une molécule, après des années de recherche qui rentre en phase 1 en 2021 contre le psoriasis, n'aura son autorisation de mise sur le marché après toutes les étapes de phase 2 et de phase 3, une issue positive qu'en 2030. Si un projet s'arrête d'ici là, c'est une perte de tout l'investissement à dizaines de millions d'euros, de centaines de millions d'euros. En plus du risque scientifique, vous avez un risque industriel. Pour mettre à disposition le plus vite possible pour les patients la solution, en parallèle du cycle de développement, on met en place de nouvelles usines en amont pour pouvoir en même temps arriver sur une solution pour le patient le plus tôt possible. C'est ça la spécificité de l'innovation en santé. Et sans innovation, on meurt. Si on n'est pas capable d'apporter des innovations avant la fin de nos brevets, on n'est pas capable de réinvestir et d'enclencher un cycle vertueux de développement. Notre stratégie depuis 2020 a évolué vers une stratégie basée sur l'innovation, centrée sur l'innovation avec 3 piliers. Une recherche ciblée, un outil industriel de pointe et un engagement exceptionnel et savoir-faire de tous nos salariés. Vous allez le constater, la France joue un rôle unique dans cette stratégie. Nous allouons en France un budget de 2,5 milliards d'euros en recherche et développement. On est le premier investisseur en France. Et je vais venir un tout petit peu plus tard, dans quelques minutes, sur l'importance des aides publiques dans ce choix. Le deuxième pilier, un outil industriel modernisé, intégré, digitalisé, décarboné. En parallèle de cette accélération scientifique, il nous faut nous adapter aussi aux innovations de demain pour notre outil industriel. Nous avons au niveau en France le réseau le plus dense au niveau mondial de Sanofi avec 3 plateformes. Les vaccins, la production d'anticorps monoclonaux, c'est-à-dire les médicaments biologiques, et la production de petites molécules chimiques innovantes. Cette modernisation, elle se fait à travers 2 leviers. On investit massivement pour doter la France de nouveaux bâtiments de production ultramodernes pour les 20 ou 30 prochaines années. Exemple, l'usine de Neuville-sur-Saône, qui a été inauguré en région lyonnaise par le président de la République avec un investissement de 500 millions d'euros. Le deuxième levier est de moderniser des sites existants avec des capacités additionnelles. Donc on investit chaque année entre 300 et 400 millions d'euros en ce sens-là. Cette stratégie, et vous l'avez mentionné dans vos questions, elle implique les engagements de Sanofi, elle nous positionne aussi en tant que fer de lance de l'écosystème de santé. Nous avons une centaine de partenariats sur les territoires, donc à quelques kilomètres d'ici. Nous avons cofondé avec l'Institut Gustave Roussy le Paris-Saclay Cancer Cluster, qui va permettre de révolutionner la lutte contre le cancer à travers un partenariat public-privé. Nous avons également investi l'an dernier dans le secteur privé 300 millions d'euros avec Orano pour créer un pionnier français de la médecine nucléaire. Et ce rôle de fer de lance, il est également illustré par les relations que nous avons avec les fournisseurs. La France représente 1/3 des achats au niveau mondial du groupe, c'est-à-dire plus de 5 milliards d'euros. Nous travaillons avec un réseau de 3600 fournisseurs en France, parmi lesquels plus de 1500 TPME et PME, pour répondre à une de vos questions. Cette stratégie de Sanofi avec une place prépondérante de la France, elle s'inscrit dans un contexte concurrentiel. Et je voudrais insister sur ce point, car nous sommes dans une course contre l'innovation, pour l'innovation, comme beaucoup de pays sont dans une course pour la souveraineté sanitaire. Alors que la France ne représente que 3% de notre chiffre d'affaires, notre pays concentre 25% de nos effectifs, plus d'1/3 de nos investissements, plus d'1/3 de notre production industrielle au niveau mondial. C'est en conscience que nous faisons ce choix. C'est aussi dans ce contexte hyper concurrentiel qui est aujourd'hui largement dominé par les États-Unis, avec une accélération de la Chine, vous l'avez noté. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut regarder ensemble avec ambition le rôle que la France peut continuer à jouer dans la course à l'innovation. Et j'en viens maintenant aux aides publiques et à leur rôle, qui sera le dernier volet de ce propos introductif. 3 points importants. La souveraineté sanitaire, elle dépend de la capacité de notre pays à soutenir la compétitivité de son industrie. Les aides publiques qui existent en France jouent un rôle important, pivot, pour aider à garantir cette compétitivité.
Pour un leader comme Sanofi, elle contribue à maintenir l'empreinte de recherche et de développement que je vous mentionnais et industrielle très importante que nous avons en France. Tous les pays du monde demandent aspirent à cette souveraineté en santé. Le 3% chiffre d'affaires, 30% d'empreinte territoriale en recherche et développement sur la partie industrielle, c'est quelque chose qu'il faut qu'on démontre, qu'on rationalise sur la base d'une compétitivité. Et je vais vous donner, afin d'être concret, les montants des aides de 2023, qui est notre année de référence. 108 millions d'euros de crédit d'impôt recherche, soit moins de 5% de nos dépenses en R&D sur l'année. Moins de 5% des 2,5 milliards. 17,7 millions d'euros de crédit mécénat et crédit d'impôt famille. En exonération et allègement de cotisation, 7,4 millions d'euros, c'est-à-dire à peu près 0,4% de notre masse salariale en France, auquel s'ajoutent les bonus apprentissage pour 12,2 millions d'euros. On a à peu près 1800 apprentis. Et enfin, 5 millions d'euros d'aide de BPI France, de l'ADEME, des régions et des collectivités. Pardon ? 5 millions d'euros. 108 millions d'euros crédit impôt recherche, 17,7 crédit mécénat, 7,4 millions d'euros d'exonération de cotisation et 5 millions d'euros d'aide de BPI France et de l'ADEME. Ces aides, elles ont différents buts et objectifs. Donc concrètement, à quoi servent ces aides sur les projets? Elles peuvent soit soutenir le développement de projets communs importants au pays, comme la souveraineté sanitaire, telle que par exemple la construction d'une usine ultramoderne sur le territoire comme Modulus. Une usine dont la France est le précurseur. L'usine Modulus, je vais m'arrêter 2 minutes dessus, c'est une usine qui a été développée, inventée par Sanofi en interne, et la France est le premier pays à disposer de cette technologie. Sanofi est précurseur dans ce monde-là. C'est l'usine du vaccin de demain. C'est l'usine d'avenir des vaccins pour les 20 à 30 prochaines années au moins. Deuxième exemple, ces aides, elles peuvent permettre de rassembler des acteurs publics et privés pour développer des innovations de rupture. Et je vous citerai juste un exemple, un consortium public-privé que nous avons développé qui vise à accélérer les compétences françaises dans le domaine de la thérapie génique. Troisième but de ces aides publiques. Elles peuvent permettre de garantir la compétitivité du coût du chercheur en France par rapport aux concurrents européens, américains, chinois. Et il est important de rappeler aussi que ces aides publiques, elles s'inscrivent, comme je vous le disais, dans une compétition pour la souveraineté dans le monde. Il n'y a pas qu'en France qu'il y a des aides publiques. Il y a le Canada, il y a le Royaume-Uni, les États-Unis, bien sûr, beaucoup de pays européens, l'Australie. Et il y a une vraie course à la souveraineté qui est supportée par les pays dans le monde. Enfin, il est important de considérer les aides publiques non pas, je dirais, toutes seules, mais de les connecter à l'organisation économique et fiscale d'un pays. Sur la base de notre exposition internationale, on voit qu'il existe deux types de situations, en schématisant, en fonction des États. Vous avez des États qui font le choix de peu aider les entreprises, mais en général, dans cette situation, elles fonctionnent peu. Vous avez d'autres États qui font le choix de davantage aider les entreprises, et en contrepartie, les prélèvements sont beaucoup plus élevés. Donc l'existence d'aides, ce n'est pas vraiment un cadeau, c'est une sorte de rééquilibrage. Et la France est dans cette deuxième situation, avec différentes aides publiques pour soutenir l'industrie en général, et l'industrie pharmaceutique en particulier, qui dispose d'une fiscalité sectorielle plus élevée en France que dans les pays voisins. Je vais maintenant vous décrire un petit peu comment se font les choix d'investissement sur un projet. Nous avons 4 critères. Premier critère, la disponibilité des compétences, l'expertise en interne et les partenariats disponibles dans le pays qui doivent être reconnus au niveau international. Parce que les coûts de développement que je vous mentionnais, les 2 milliards et 10 ans de durée de développement, ils doivent être absorbés par des commercialisations au niveau mondial. Le deuxième critère est la rapidité et l'efficience des processus administratifs. Le troisième critère, les conditions de marché, les conditions d'accès, en termes de délai, en termes de niveau de prix, et en termes de lisibilité et de prédictibilité. Et enfin, les dispositifs d'aide publique.
Et c'est pour cette raison que la stabilité et la pérennité de ces aides, y compris pour des grandes entreprises comme Sanofi, sont fondamentales pour l'attractivité de la France. Cette attractivité, d'ailleurs, elle bénéficie, comme je vous l'ai démontré, à tout le tissu économique. J'aimerais en conclusion terminer mon propos par 3 messages clés. La chaîne de valeur de l'innovation scientifique, elle est longue, elle est coûteuse, elle est très risquée en comparaison à d'autres secteurs industriels dans la santé. Ces spécificités nécessitent des choix forts et une stratégie de long terme. Choisir d'aller sur les innovations où on peut faire une vraie différence pour les patients. Deuxièmement, notre stratégie, ça a été de relever les défis de l'innovation scientifique pour inventer les médicaments et vaccins de demain dans un domaine qui est l'immunologie, et on y reviendra, je pense, dans les questions. Et ce choix, nous l'avons fait depuis 2020 et il nous permet d'être extrêmement confiants dans l'avenir de Sanofi comme champion français de l'innovation en santé et donc comme fer de lance de tout un écosystème. Et troisièmement, avec notre stratégie, nous partageons avec vous l'objectif finalement de protéger la santé des populations françaises et la stabilité et la pérennité des aides publiques. Elle est essentielle pour soutenir la compétitivité et donc la souveraineté sanitaire française. Je vous remercie de votre attention et nous sommes ravis de pouvoir répondre à vos questions. Mais j'espère avoir écourté la partie qui vous intéressait moins. J'avais une petite question avant qu'intervienne. C'est juste pour... vous nous avez donné le pourcentage que représentent les aides par rapport à ce que vous payez en cotisation sociale, etc. Est-ce que... Je pense que c'est public, donc à nous parler, puisqu'on a parlé des aides de 2023, chiffre d'affaires 2023, le résultat de 2023, si c'est possible. Oui, bien sûr. Vous voulez le chiffre d'affaires au niveau global ou au niveau France? France, puisque les aides, elles sont au niveau France, là. Alors au niveau France, le chiffre d'affaires est de 1,9 milliard en 2023. On vous enverra la confirmation, mais c'est de cet ordre de grandeur-là. Et donc un résultat de... Le résultat France, je ne l'ai pas, mais il est je vous le donnerai après. Vous avez forcément une... Oui, mais... Pardon ? Bien sûr qu'il est positif, mais néanmoins, il faut regarder. Là, on vous donne un chiffre d'affaires France de la filiale France. Oui, Sanofi France. Ouais. Donc, c'est quelques centaines de millions d'euros. D'accord. Merci. Je laisse la parole à Fabien Gay, le rapporteur, qui a, à mon avis, quelques questions à vous poser. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur Wolf, et Mesdames, Messieurs, merci des propos introductifs, des précisions apporter et je vais rentrer directement dans le vif parce que la question n'est pas une commission d'enquête sur Sanofi, sur le bien fondé de votre action, sur la question de la santé. Le président l'a rappelé, je crois qu'ici vous ne trouverez que des sénatrices et des sénateurs qui sont convaincus, y compris de la souveraineté industrielle dont nous devons disposer dans ce domaine, mais bien de l'utilisation de l'argent public par les grandes entreprises, dont Sanofi, et pour nous éclairer et pour que nous regardions la transparence, vérifier son efficacité et pouvoir travailler si nous pensons qu'il y a des choses. Et donc, vous le savez, une question se pose, et notamment vous l'avez rappelé, l'argent public, c'est soutenir le développement, l'innovation de rupture, l'emploi. D'ailleurs, un des PDG a dit on ne devrait pas appeler ça un crédit d'impôt recherche, on devrait plutôt l'appeler crédit d'emploi recherche, parce que c'est directement de la subvention pour faire de la recherche en France. La difficulté, concernant votre groupe, et vous le savez, vous avez des résultats nets que vous venez de donner. Au niveau mondial, c'est 5,4 milliards, des dividendes à 4,4 milliards, chiffre d'affaires à 43 milliards au niveau mondial et 1,9 milliard en France, des marges brutes excédentaires. La question qui est posée, notamment pour le crédit d'impôt recherche, vous nous avez donné le chiffre, 108 millions, c'est à peu près sur 10 ans, à peu près ça, entre 105 et 115, suivant les années, donc plutôt stable. Et la question, c'est que, en même temps que sur une dizaine d'années, on vous a donné 1 milliard d'euros pour le crédit d'impôt recherche, les effectifs ont fondu. Et d'ailleurs, j'ai une première slide à montrer, qui a été faite par un organisme tout à fait sérieux, libéral, j'ai préféré prendre ça là, l'OFCE avec Sciences Po, qui a mis en recherche donc la question des crédits d'impôt recherche et la question des licenciements.
parce qu'elle est posée. Moi, je n'ai pas de souci à ce qu'on accompagne des entreprises et que l'on donne de l'argent si c'est pour qu'on effectue de l'innovation et de la recherche en France. La difficulté, là, pour le coup, vous êtes le champion. Félicitations, il en faut toujours un. C'est 1 milliard donc, sur 10 ans et c'est 3500 suppressions en R&D. Et donc, vous le savez, notamment le dernier plan social à Vitry-sur-Seine et dans la recherche et développement. Donc, comment vous pouvez nous dire qu'on a accompagné Sanofi et de belle façon, et vous êtes je ne dis pas le premier, un des champions du crédit d'impôt recherche, et que dans le même temps, les effectifs ont fondu de 3500 emplois dans la recherche et développement. Et la deuxième question, tant qu'on y est, j'ai bien noté, 108 millions de CIR pour 2023, 2,5 milliards d'investissement, pas bien compris si c'était en France qu'en France. Voilà. Mais par contre, sur les 108 millions de CIR, est-ce que vous pouvez nous confirmer que 100% sont faits en France et sans sous-traitance, ou existe-t-il de l'externalisation, notamment vers des filiales, par exemple, en Allemagne? Je vous remercie. Je vous remercie pour cette question très claire, pour ces questions très claires. Un premier élément de réponse que je souhaite vous donner sur l'emploi. Toutes les entreprises doivent s'adapter à l'évolution des besoins de leurs clients et, dans notre cas, des patients. Nous avons, vous mentionnez effectivement ces chiffres-là, il faut mentionner aussi toute la création de valeur. Excusez-moi, ils sont exacts. Mon équipe est en train de vérifier. Non, mais les chiffres que je donne sont exacts. Vous pouvez les contester, mais est-ce qu'ils sont exacts? Moi, je n'ai pas de problème à ce qu'on les conteste. Sur les suppressions d'emplois, donc les 304 à Vitry-sur-Seine, les 3500, voilà, je vous le dis, alors, Monsieur le Président. Sur ces chiffres-là, Madame Perret va vous répondre, mais il n'y a pas des licenciements. Agnès. Alors, on ne reconnaît pas ces chiffres, monsieur le rapporteur, dans la mesure où en 2014, en France, nous avions 5019 personnes. Donc, on ne comprend pas trop ce chiffre. Et pour nous, sur 10 ans, effectivement, il y a eu des réductions d'emplois dans la recherche et développement que monsieur Wokman pourra vous expliquer, mais c'est 1000. On a 1000 personnes. Alors, excusez-moi, il y a ici des sénatrices et sénateurs et nous sommes élus locaux. Je peux vous dire que c'est sûr que c'est difficilement contestable que sur l'ensemble des sites, il y a eu des suppressions d'emplois. Vous ne pouvez pas le contester. Les choses sont documentées à foison, mais si vous voulez, on peut les sortir. Ces chiffres-là, je le redis, ce n'est pas les miens. C'est ceux d'une étude de l'OFCE avec Sciences Po. Non, je reprécise à tout le monde, OFCE, qui n'est pas un organisme gauchisant, donc c'est plutôt assez sérieux. Et donc je maintiens ces chiffres, et dans les 330 postes, les derniers à Vitry-sur-Seine, ceux-là, vous ne les contestez pas aussi. Si je peux me permettre... Et c'est plutôt, pardon, je finis, c'est pas des postes supprimés, c'est des suppressions d'emplois. Non mais parce que je vois bien que depuis le début, avec les PDG, plus personne ne licencie en France. Donc je nie pas qu'il peut y avoir des restructurations. Je peux les contester ou pas, mais ce n'est pas la question, et ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Le réel, c'est que donc 1 milliard, c'est ça, c'est entre 105 et 115 millions par an. Donc sur 10 ans, ça fait plus d'1 milliard. C'est ça le réel. Et donc dans le même temps, 3500 suppressions de postes. Donc je vous dis, est-ce que par exemple, si on ne nous les avait pas donnés, est-ce qu'il y en aurait eu plus? Ou on peut se demander, à juste raison, à quoi a servi l'argent du CIR? Et je le répète, c'est plutôt un crédit d'emploi, recherche et emploi-recherche. Voilà, donc là, on est plutôt interrogatif d'accompagner une entreprise, notamment avec beaucoup d'argent public sur la recherche, et dans le même temps, il y a eu beaucoup de suppression d'emplois. Ça aurait pu être stable, ça aurait pu augmenter. Là, le fait, c'est que ça a lourdement diminué. Alors, je me permets on reviendra par écrit sur ces points-là, mais ce ne sont pas les chiffres que nous avons. Et nous contestons ici le mot licenciement. Alors après, ce sur quoi je voudrais revenir, c'est que quand on fait des choix technologiques d'avenir, il faut qu'on adapte à la fois notre outil industriel et à la fois notre recherche et développement. Vous l'avez bien dit, il faut qu'on se transforme. Une entreprise, si elle ne se transforme pas, elle n'a plus d'avenir. Ce que je voudrais maintenant, c'est que M. Wokman vous explicite concrètement les choix
de recherche que nous avons fait. Mais ce que je voudrais aussi mentionner, c'est que les CIR correspondent à des projets d'avenir. C'est ce qui nous a permis, par exemple, de lancer une plateforme d'ARN messager à Marcy-l'Étoile, à côté de Lyon, un centre d'excellence mondial qu'on a décidé d'implémenter en France. Et le crédit impôt recherche, il sert à créer ces plateformes d'excellence qui servent la France, la souveraineté sanitaire française, mais qui servent également le monde et la valeur économique de la France dans son ensemble. Donc oui, il y a des transformations, oui, nous devons moderniser, oui, parfois nous déménageons d'un site à l'autre, mais nous ne fermons pas de site. Je laisse la parole à Jacques Volkmann pour vous donner un peu plus d'éclairage, de compléter mon propos sur la partie recherche et développement. Oui, merci Monsieur le rapporteur pour ces différentes questions. Donc vous amenez deux sujets principaux. Le premier, c'est à quoi sert le CIR et est-ce qu'on tire un bénéfice du CIR? Et puis ensuite, vous avez des questions sur l'emploi qui sont évidemment tout à fait légitimes. Alors je voudrais revenir sur le CIR et sur l'utilité du CIR, parce que quelque part, c'est la question que vous posez. Donc je le rappelle, nous dépensons, nous, Sanofi, recherche et développement en France, 2,5 milliards d'euros tous les ans, à peu près, hein, c'est autour de cette somme-là, à mettre en regard de ce crédit, puisque c'est un crédit qui est lié aux dépenses de recherche et de développement que nous faisons, d'environ un peu plus de 100 millions. Alors, à quoi sert? En fait, cet outil, le crédit d'impôt recherche, c'est un outil d'attractivité et de compétitivité. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a des choix à faire, de position d'activité, de position d'investissement, de position de programme de recherche, on utilise cet élément, c'est pas le seul, mais on utilise cet élément dans nos choix d'évaluation. Et je voudrais vous prendre 3 exemples très simples, mais pour vous montrer à quel point nous utilisons ça dans nos décisions. Je reviendrai sur l'emploi derrière, mais là je suis sur le CIR. On a eu à décider l'année dernière, pas très loin d'ici, à Vitry-sur-Seine, Charles Wolff le disait dans son introduction, Sanofi a pris un virage dans la science immunologique ces dernières années pour un certain nombre de raisons. On a des compétences en interne, on sait faire et on a besoin d'avancer. Donc on accélère sur l'immunologie au sens large. Ça peut être en oncologie, l'immuno-oncologie, ça peut être en vaccinologie, c'est une autre manière de regarder l'immuno. Donc on a accéléré là-dessus. On s'est posé la question en se disant on doit booster, renforcer nos équipes d'immuno-inflammation, en l'occurrence, pour les sujets inflammatoires globalement. On pouvait positionner nos équipes en Allemagne. Nous avons une très très bonne équipe d'immuno-inflammation en Allemagne, aux États-Unis, à Boston en l'occurrence, dans un environnement qui est extrêmement riche de partenariats, ou en France, sur Paris, et donc en l'occurrence pour nous sur Vitry. On a fait le choix de développer nos équipes d'immuno-inflammation à Vitry, donc en France, en regardant plusieurs critères. Un des critères, c'est est-ce qu'on a les compétences autour de nous, premièrement, et deuxièmement, est-ce qu'il est compétitif de faire cet investissement et d'augmenter ses ressources en immuno-inflammation. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on a augmenté nos équipes d'immuno-inflammation ces 2 dernières années. Je ne vous dis pas que c'est le seul critère de choix, mais c'est un des critères. Deuxième exemple, et Charles Wolff l'a évoqué un tout petit peu, virage de l'ARN messager. Donc l'ARN messager, tout le monde a entendu parler de l'ARN messager pendant la crise Covid, mais au-delà de ça, c'est une modalité qui est utilisée en oncologie, qui est utilisée en inflammation. Donc Sanofi décide de faire un investissement dans l'ARN messager. On peut le faire à plusieurs endroits, mais en particulier aux États-Unis, puisque nos équipes, les compétences sont là-bas. On décide de faire le choix pour la moitié de nos investissements de plateformes d'ARN messager en France, et en l'occurrence dans la région lyonnaise, à côté de Lyon, à Marcy-l'Étoile. Plus de 250 personnes, alors qu'il y a encore 3 ans, on avait quelques dizaines de personnes, et encore moins que ça, qui travaillaient sur cette modalité-là. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que cet investissement, ce CIR, il sert à ça. Il sert dans des choix, quand on a des choix à faire, quand on évalue des opportunités. Et encore une fois, concrètement, ça se traduit par... on est dans un bureau, est-ce qu'on met les équipes d'immuno-inflammation ou de RNA à Marcy ou à Boston? Et donc, on a fait ces choix-là. Donc, premier élément sur l'utilisation du CIR, et je le rappelle, c'est un crédit d'impôt sur des dépenses de recherche et de développement qui sont très significatives puisqu'elles représentent un tiers des dépenses. Excusez-moi, Monsieur Volkmann, ouais. Ça m'interpelle quand même. Rassurez-moi. C'est pas que le CIR qui vous pousse à faire ça. Non, je vous avais raison. Dites-moi, confirmez-moi que c'est aussi parce qu'on a aussi parmi les meilleurs chercheurs, les meilleurs ingénieurs et les moins chers. Alors, par rapport à Boston, par exemple. Alors, vous avez raison. J'espère que c'est pas... je l'ai dit... Allez au bout et après... Je viendrai sur l'emploi, mais on peut rester là-dessus quelques minutes si vous le souhaitez.
Je l'ai dit, ce n'est pas le seul critère de choix. Oui, bien sûr, dans les critères de choix, il y a plusieurs éléments. Le premier, il y a le coût du chercheur. Alors, je le rappelle, si je réponds à votre question, sur le coût du chercheur, le CIR, ça nous positionne à peu près dans la moyenne européenne. C'est à peu près ça. Donc, avec le CIR, nous... Non, avec le CIR, nous sommes dans la moyenne européenne. Et les États-Unis, en particulier Boston, sont à peu près 2 fois plus chers que nous. Donc un chercheur à compétences équivalentes, c'est globalement 2 fois plus. Sans le CIR, on rattrape le coût des États-Unis. Donc c'est un élément important. Ce n'est pas le seul. Quels sont les autres éléments? Les autres éléments, c'est notre écosystème. C'est-à-dire globalement, est-ce qu'on a les compétences chercheurs, développeurs autour de nous? Et la réponse... Oui, je vous en prie, monsieur. Non, tout ça est très intéressant. Mais moi, j'en reviens, j'ai posé 2 questions assez précises. Et donc, j'en reviens. Vous avez contesté le fait qu'il y ait des suppressions d'emplois sèches. Donc, je redis, et on est sous serment, on n'est pas dans une audition à la commission des affaires sociales, on est dans une commission d'enquête. Et donc, pour ma part, j'apporte toujours des éléments sourcés, chiffrés. J'essaie d'être le plus rigoureux possible. Vous avez donc contesté ce qui est votre droit, mais comme je vais reposer ma question en apportant des nouveaux éléments, puisque vous contestez le fait qu'il y ait eu des licenciements. Il y a eu 4 plans de ce qu'on appelle des PSE. 4 PSE. Plan social, donc avec suppression d'emplois, donc en 2014, en 2019, en 2021 et en 2024. 4 plans sociaux. Donc qui conduisent non pas à des suppressions de postes avec reclassement, avec des licenciements secs, dont le dernier, annoncé en mars 2024, 330 postes dans les équipes de recherche et développement à Vitry-sur-Seine. Ce que je ne conteste pas, c'est que vous en créez. Le problème, c'est que le delta, c'est moins 3 000 à 3 500 postes, comme le montre, avec chaque année autour entre 105 et 115 millions de CIR. Donc de fait, que vous développez des nouvelles choses et qu'il y ait des nouvelles équipes recrutées, bien évidemment. Le problème, c'est que le delta, sur 10 ans, avec 1 milliard d'argent public pour la question de la recherche en France, elle est déficitaire. Et la deuxième, je la repose, parce que je ne veux pas que... Donc soit vous le contestez, vous continuez à le contester, et je n'ai aucun problème. Notre audition est filmée et enregistrée. Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est qu'en interne où il y a de la sous-traitance, et est-ce que c'est en France ou au sein de l'Union européenne, et notamment sur la filiale allemande? Je vous remercie. Alors, je vais répondre à vos questions. Je n'avais pas oublié vos questions. Alors, pour revenir sur l'emploi, alors oui, nous contestons ce chiffre de 3 000, puisqu'en fait, nos effectifs en 2014 étaient de 5 000 personnes environ en recherche et développement. Et à date, fin 2024, on est à 4 019, donc environ 4 000 chercheurs. Donc on a eu une réduction, ce qui est exact, une réduction d'environ 1 millier de chercheurs et de développeurs en France par rapport à notre activité. Donc plusieurs éléments à ça. Pourquoi? Pour quelles raisons on a réduit ces effectifs? Il y a plusieurs moteurs à cette histoire-là. Alors il faut se mettre... Bon, il y a un contexte, mais il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est, j'ai envie de dire, une évolution qualitative. Les laboratoires qui ont réussi, les laboratoires pharmaceutiques qui réussissent sont des laboratoires qui se sont plus focalisés sur leurs activités de recherche et de développement. C'est un fait, on peut regarder les éléments, et c'est ce que nous avons fait aussi. Donc oui, il est exact que nous avons arrêté un certain nombre de pans d'activités, et en partie, je vais prendre un exemple très précis, dans la région parisienne, on a arrêté nos activités de recherche en cardiologie, et nous nous sommes focalisés, donc c'était un des plans que vous avez mentionné, monsieur le rapporteur, et nous nous sommes focalisés sur d'autres aires thérapeutiques, en particulier en oncologie. Donc voilà un exemple. Donc qualitativement, on s'est focalisé, c'est vrai pour tous les laboratoires pharmaceutiques, mais c'est aussi vrai pour Sanofi. Et puis il y a un deuxième élément, qui est un élément d'évolution technologique. On est capable de faire des choses aujourd'hui beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement, scientifiquement, de manière beaucoup plus évoluée, avec des technologies que nous n'avons pas, et qui nous amènent aussi à réduire et à changer la nature et la typologie d'un certain nombre de compétences dans nos équipes de recherche. Globalement, en effet, ça s'est traduit par une réduction à travers plusieurs plans que vous avez mentionnés, d'environ 1 millier de personnes, sans licenciement, au passage, je rappelle, ça a été des départs volontaires, donc c'est comme ça que nous avons géré. Ben oui, mais... Ça n'existe pas, pardon. Excusez-moi, mais moi, je connais bien les boîtes, j'ai été ouvrier, et les plans volontaires, si vous voulez, c'est comme le niveau du plan social. Je connais personne qui dit « Ah tiens, un matin, je suis volontaire pour être lourdé ». Ça n'existe pas. Ça, c'est de la novlangue.
Par contre, oui, bien sûr, quand vous dites aux gens, de toute façon, soit vous aurez un plan social au rabais, soit il y a un plan de départ volontaire, et de toute façon, tu seras dans la charrette, le fait que ça passe en plan volontaire. Mais le réel, c'est qu'il y a des suppressions d'emplois. Parce que moi, je connais personne un matin qui se lève en disant « Tiens, j'ai envie d'être dans la charrette du plan de départ volontaire ». Ou alors, il faut m'amener des salariés qui ont envie d'être licenciés dans le moment dans lequel nous vivons. Je vous entends, monsieur le rapporteur. Je dis juste qu'on est amené à évoluer pour un certain nombre de raisons que j'ai expliquées. Et je finirai par un point, c'est que la France, et ça a été dit dans le propos introductif de monsieur Wolf, représente environ un tiers des effectifs en termes de dépenses, mais aussi en termes d'effectifs de notre recherche et développement mondial. C'est à peu près un tiers. Ce pourcentage est resté absolument stable sur ces dernières années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, les effectifs de recherche et de développement de Sanofi, oui, ont réduit pour les raisons que j'ai évoquées, de focalisation et d'optimisation technologique, enfin, ou d'apport technologique. Ça ne s'est pas fait au détriment de la France, ça s'est fait. Il y a une tendance globale, et donc nous avons maintenu nos équipes de recherche, en tout cas en pourcentage, par rapport aux équipes globales de Sanofi dans le monde. Voilà, donc c'est ce que je pouvais amener comme élément. Les choses évoluent. Moi, je ne conteste pas, mais nous, on est sur l'utilisation de l'argent public en France et sur le crédit d'impôt recherche en France. Encore une fois, je ne conteste pas, ce n'est pas l'objet de notre commission d'enquête sur ces activités monde, que vous conserviez des rechercheurs dans le monde. Personne ne le conteste ici, ce n'est même pas l'objet de notre commission d'enquête. Mais la question, c'est, nous, avec l'argent public, donc, contester le chiffre, mais en tout cas, il y a une réduction, on peut se mettre d'accord sur ça, à travers 4 plans sociaux, avec des suppressions d'emplois secs. Ce n'est pas tout à fait ce que vous avez dit au départ. Donc, ça doit nous interpeller, et sur son utilisation. Et la deuxième question, j'en reviens maintenant, si on peut y venir, c'est est-ce que donc, ces 105 à 115 millions par an sont investis uniquement en France, dans la sous-traitance, ou en recherche et développement dans des filiales européennes, dont l'Allemagne? Peut-être juste un point, monsieur le rapporteur. Je voudrais insister sur un élément très important. Comme vous l'avez expliqué, monsieur Blockman, il va revenir tout de suite sur la partie pourcentage d'utilisation du CIR en France. On doit se transformer pour faire la différence sur des technologies d'innovation. Les autorités de santé partout dans le monde ne vont pas acheter une innovation si elle n'apporte pas une vraie valeur ajoutée par rapport à l'existant, quel qu'il soit. Et donc c'est très important pour nous de se recentrer. Et on se transforme, vous l'avez dit, vous connaissez les entreprises, et on ne le fait pas de gaieté de cœur. Quand on décide d'arrêter sur la partie R&D, la partie cardiovasculaire, c'est un choix très fort, qui est un choix qui ne se fait pas de gaieté de cœur, mais qui est pour mieux se recentrer, pour ensuite faire un centre ARN messager, pour ensuite faire le développement d'une molécule comme la sclérose en plaques. J'étais avec les équipes à Montpellier à Sisteron pour ce développement. Ils ont continué de travailler pendant le Covid pour aller au bout des études de développement et permettre d'avoir cette solution en France, on espère, à la fin de l'année. Donc, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que c'est une transformation qui est nécessaire dans l'entreprise. Nous nous sommes recentrés vers l'immunologie, là où on pouvait vraiment faire la différence et créer un cercle vertueux où notre innovation allait pouvoir être valorisée par les autorités de santé dans le monde entier et nous permettre ensuite de réinvestir. Aujourd'hui, nous sommes très confiants dans notre pipeline. Jacques Volkmann pourra vous partager le nombre d'essais cliniques qui sont en phase finale pour des nouvelles solutions pour les patients, chose que nous n'avions pas il y a quelques années. Je voulais insister là-dessus parce que cette transformation, nous sommes parfaitement conscients qu'elle n'est pas facile, mais c'est ce qui nous a permis aujourd'hui, dans une situation bien meilleure que la nôtre, depuis quelques années. Je vais laisser M. Volkmann répondre sur la partie pourcentage. On va venir sur le pourcentage, je finis par là. Juste, je peux entendre ça. Mais comprenez qu'il y a une question qui se pose, et je pense que tout le monde se la pose ici. Donc, de l'argent public, des suppressions d'emplois, donc contestez le chiffre, mais vous ne contestez pas le fait qu'il y ait des suppressions d'emplois. Et encore, à la limite, je vais vous dire une chose, si c'était ce que vous dites, c'est on se restructure, mais on est efficace, il y aurait débat. Je vous dirais non, d'autres pourraient dire oui, mais il y aurait débat. La question que tout le monde se pose, c'est qu'en plus, avec cela, on a été, pardon, je vais le dire, infichu de trouver un vaccin sur la crise Covid, ou en tout cas extrêmement tard, bien après tous les autres,
et que l'ARN messager, c'est la France, dans les années 60, qui a découvert ça, et qu'aucune entreprise, dont la vôtre, qui est la plus puissante, qui est dans le top 5 mondial, elle est passée après les Américains, les Canadiens, les Russes, même les Cubains. Ils ont réussi à sortir un vaccin avant nous. Donc, si encore c'était efficace, les bonnes restructurations, on se dirait, il y a débat. Mais là, pour le coup, et là, tout le monde le dit, et y compris, vous le savez, les salariés et les syndicats, nous avons été, et d'autres, des chercheurs, etc., qui disent, nous, Sanofi, quand je dis nous, c'est nous en tant que Français, nous n'avons été infichus de trouver un vaccin parmi les premiers parce que nous avons désorganisé et nous n'avons pas investi assez dans la recherche et développement depuis une dizaine d'années, alors que les aides publiques sur cette question, pardon de vous le dire, étaient, à mon avis, assez conséquentes. Alors, deux choses. Nous avons mis à disposition et développé, sur la base d'une technologie à protéines recombinantes, un vaccin Covid qui était extrêmement efficace et bien toléré. Oui, on n'a pas été par les premiers, je suis d'accord avec vous. Mais on a travaillé sur différentes cibles, différentes technologies, et nous avons été au bout. Et par rapport à l'association avec les aides publiques, nous n'avons pas eu d'aide publique française pour le développement d'un vaccin Covid. Donc je ne voudrais pas qu'il y ait d'association et pas de malentendu là-dessus. Je n'ai pas dit que vous ne l'aviez pas trouvé après les autres. Après, vous l'avez abandonné puisqu'il n'était pas rentable, puisque le marché était assez couvert. Donc je précise mon propos, mais qui est... Et la deuxième question, vous n'avez pas été aidé spécialement sur cette question, même si avec Pasteur, etc. Mais on ne va pas en venir là. Ce n'est pas l'objet de la commission d'enquête. Par contre, vous avez été aidé, pardon de vous le redire, sur la recherche et développement, au moins depuis 10 ans. Bah, pas les chiffres d'avant, mais je le redis, entre 105 et 115 millions par an. Non, mais j'entends ça. Je vais revenir aussi sur à quoi servent ces aides. Ces aides, elles servent à créer des plateformes d'avenir technologiques. Ces aides, aujourd'hui, elles nous permettent d'avoir un portefeuille de développement bien plus riche qu'il y a quelques années. Donc, j'entends votre point sur, je dirais, l'importance d'avoir un retour sur investissement de ces aides. Je pense que nous avons démontré, en termes d'attractivité et de compétitivité, qu'on était capable, avec ces aides, d'attirer plus d'un tiers de nos investissements de recherche et développement, plus d'un tiers de nos capacités de production en France, quand nous ne représentons que 3% du marché pour Sanofi. Donc ces aides, elles servent à assurer une compétitivité qui permette ensuite à Sanofi de prospérer, d'être le champion français pour un écosystème de santé plus fort en France. Je voudrais maintenant qu'on vous réponde, Jacques Wolfman va vous répondre sur la partie utilisation de ces aides, et notamment la portion française. Donc, à travers vos différentes questions, monsieur le rapporteur, vous posez en effet une très bonne question qui est sur l'efficacité de ces aides. Oui, absolument. Donc, je voudrais revenir sur, mais en pratique, qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit sur le vaccin Covid. En effet, sans aide, on a travaillé sur plusieurs approches, mais Sanofi, dans une situation aujourd'hui où on a un portefeuille en développement, c'est vrai aussi en recherche, mais en développement, c'est-à-dire où on teste le produit chez l'être humain, c'est extrêmement riche. Et on est dans une situation aujourd'hui, on n'a jamais été positivement confronté à cette situation. Alors je vais vous donner les chiffres de 2024, simplement pour vous donner une idée, et puis les prévisions, ce qu'on a en 2025. En 2024, en fait, ça ne nous était pas arrivé depuis très très longtemps, on a démarré cette phase 3. La phase 3, c'est la phase qui est à la fin du développement clinique, c'est-à-dire celle qui est juste avant de frapper à la porte de l'enregistrement auprès des autorités de santé, que ce soit l'IMI en France, en Europe, ou que ce soit la FDA aux États-Unis. On a eu 6 entrées en clinique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a mis pour la première fois des molécules issues de notre recherche en clinique pour évidemment avancer sur ce processus clinique. Ça ne nous était pas arrivé depuis très longtemps. On a eu 8 résultats positifs et je voudrais m'arrêter là-dessus parce que ça, c'est l'avenir. Ces fameuses phase 3, à un moment donné, elles amènent des résultats. Malheureusement, des fois, ça ne marche pas. Ça, c'est le processus de recherche et développement, mais des fois, ça fonctionne. En septembre dernier, on a eu un résultat sur un produit qui s'appelle tolebrutinib dans la sclérose en plaques. Pour la première fois,
une avancée. C'est un problème d'inflammation dans le cerveau. On a trouvé une molécule qui rentre dans le cerveau et qui va diminuer cette inflammation et donc qui améliore la vie des patients, en tout cas d'une sous-catégorie de patients. Eh bien, ce produit, qu'on espère pouvoir enregistrer d'ici la fin de l'année, mais en tout cas on rentre dans ce processus d'enregistrement, il a été fait où? Il a été d'abord développé en France. Donc, dans le sud de la France, une petite molécule, hein, c'est pas un anticorps. Donc, les anticorps, les protéines, pour faire court, c'est fait plutôt sur Vitry ou dans la région lyonnaise quand c'est des vaccins. Les petites molécules, c'est fait dans le sud. Donc, c'est Sisteron ou Montpellier. On a travaillé sur ce produit à Sisteron et le développement chimique de ce produit s'est fait là-bas. Et la production, Philippe Charot pourra en parler tout à l'heure, se fera aussi là-bas. On a développé le procédé. C'est des chercheurs de chez nous qui ont fait ça. Hein. C'est des chercheurs de chez nous. Ensuite, une fois qu'on a fait cette molécule-là, on a développé la forme pharmaceutique. Il faut en faire un comprimé ou... C'est à Montpellier que ça se passe. Notre centre d'expertise mondiale de galénique est à Montpellier et nos chercheurs sont à Montpellier. Au passage, ça me rappelle il y a quelques années, le choix de mettre ce centre de galénique autre part, hein, s'était aussi posé en se disant il y a d'autres pays qui font les choses bien. On s'était posé la question. On a consolidé notre centre de galénique à Montpellier. Ce produit, cette petite molécule, a été développée et donc la forme finale a été développée à Montpellier. Et cliniquement, c'est-à-dire qu'il faut tester notre produit, on a utilisé un certain nombre de centres cliniques. On a produit évidemment ces molécules et on les a testées aussi sur un certain nombre de... Donc tout ça pour dire quoi? C'est une illustration, mais ce portefeuille riche, la France y prend sa part. La recherche et le développement de la France prend sa part à ça. On est très fiers de ça, au passage. Je peux vous dire que les gens de Sisteron ou les gens de Montpellier sont extrêmement fiers d'avoir développé ce produit, qui a eu des résultats positifs en septembre l'année dernière, et qui, à l'heure à laquelle on parle, il y a des gens qui travaillent sur les enregistrements de ce produit. Donc ça, c'est 2024. Il y a 3 mois. Hein, il y a 3 mois. Et cette année, qu'est-ce qu'on prévoit? On prévoit un certain nombre d'enregistrements. Je crois que j'ai le chiffre, 16 soumissions. Excusez-moi, M. Wokman, mais il y a un moment, moi, j'en peux plus. Non, mais je vous donne des exemples. S'il vous plaît. Je vous donne juste des exemples. Non, il y a un moment, j'en peux plus. Voilà. Vous êtes venu, je vous le dis vraiment comme je le ressens et comme je pense mes collègues le ressentent. Vous êtes venu pour nous expliquer tout, sauf le sujet de la commission d'enquête. On est passé très rapidement, enfin, je ne sais pas ce qu'en pense le rapporteur, mais on est passé hyper rapidement sur les chiffres, sur les aides. Vous m'expliquez dans le détail vos centres de recherche, etc. Ce n'est pas l'objectif de la commission d'enquête. Dites-moi, par contre, le fameux centre à Montpellier, combien vous avez investi? Combien il y a eu un crédit d'impôt recherche dessus? Combien il y a eu de subventions? Ça m'intéresse. D'ailleurs, on n'a pas parlé des subventions. À aucun moment. Alors après, vous allez peut-être me dire que vous n'en touchez pas. Parfait. Mais n'essayez pas, à ce point, j'utilise l'expression, de noyer le poisson. Enfin, c'est pas la première audition qu'on fait de grandes entreprises françaises. Je pense que vous êtes allés, ou vos conseils sont allés voir comment se sont passées les précédentes auditions. Ou alors, il y a un problème. Vous avez quand même bien vu qu'avec le rapporteur, avec mes collègues, on n'est absolument pas là pour se faire endormir. Les termes que j'utilise sont peut-être un petit peu durs, mais je suis désolé, il y a un moment, il faut quand même qu'on se parle vrai. Donc, on est là pour parler des aides publiques, de l'efficience des aides publiques dans leur utilisation dans votre entreprise. On est passé là-dessus, mais je vous promets, 30 secondes, tac, 4 chiffres. Et depuis, oh là là, il y a un moment, moi je vous le dis franchement, je ne suis pas dans une audition, et ça n'a rien de péjoratif par rapport, puisque j'en fais partie de la commission des affaires économiques, mais je suis pas là pour voir, on n'est pas là pour voir le côté technique de la recherche, et encore moins pour vous nous expliquer, vous faites ça pour le bien de l'humanité et de la France, quoi. On en est convaincus. Mais vous n'êtes pas non plus une œuvre de bienfaisance. Et si on vous verse des aides publiques, vous n'êtes pas là non plus, dans le cadre-là. Vous êtes aussi avec un chiffre d'affaires conséquent, des bénéfices conséquents, des dividendes conséquents. Parlons de cela. C'est l'objectif de la commission d'enquête. C'est de voir si chaque centime d'argent public qui vous est versé sous forme de subvention, sous forme d'allègement fiscal, je mets tout là-dedans, a vraiment son utilité. Je vous le dis franchement, je ne suis pas convaincu par ce que vous me dites, absolument pas. Je ne pense pas que le rapporteur le soit à la lumière des arguments qu'il a avancés. Quand je vois 140 millions d'euros sur une année d'aide publique, 12 millions pour 1800 apprentis,
Enfin, il faudra m'expliquer, et c'est ça que je veux savoir, il faudra m'expliquer comment Sanofi France, aujourd'hui, peut aller chercher 12 millions d'euros, on va dire 6 000 euros de moyenne par apprenti, sur des apprentis qui ne sont pas des apprentis CAP, BEP, qui sont des apprentis Bac++, qui vous génèrent quand même une main-d'œuvre hyper qualifiée, même s'ils ne sont pas au top de leur formation, à la fin de leur formation, mais hyper qualifiés à des salaires qui ne sont pas les salaires des chercheurs. Enfin, il y a un moment, je me dis, 140 millions d'euros sur 2023 pour 1,9 milliard d'euros de chiffres, et certainement derrière des résultats à plusieurs centaines de millions d'euros, est-ce que 140 millions n'auraient pas été plus utiles ailleurs? Et c'est ça que je veux que vous m'expliquiez. Le reste, ça fera l'objet. C'est très intéressant, mais ce n'est pas l'objet. On n'est pas là pour ça. Donc, s'il vous plaît, soyons factuels. Parce que moi, il y a un moment, vous voyez, il est 17h30, le rapporteur a encore une ou deux questions, mais je voudrais bien aussi donner la possibilité à mes collègues de pouvoir poser des questions. Mais essayons d'avancer. Ça fait 1 heure que vous nous expliquez que ce que vous faites, c'est pour le bien de l'humanité. On en est convaincus. Il n'y a pas que ça. Non, attendez, je me permets, je remercie Monsieur le Président, et vous avez vu qu'on est assez raccord, toujours sur... Je le redis, la question n'est pas une commission d'enquête sur Sanofi, sont bien fondées. La question, c'est l'utilisation des aides publiques. On a passé une bonne heure, alors que la seule question pour laquelle, pour l'instant, vous avez répondu, c'est de mettre en parallèle, pardonnez-moi, le CIR avec les suppressions d'emplois. J'ai donc proposé une deuxième question. Je propose qu'on aille assez vite, parce que j'en ai une troisième, j'en ai même une quatrième. Je vais laisser après mes collègues, parce que, par exemple, je pense qu'il y aura des questions sur le Doliprane, etc. Mais je pense que les collègues voudront le faire, donc je leur laisserai le faire. Moi, j'ai 3 questions. Le CIR et les suppressions d'emplois. Après avoir contesté, vous acceptez et vous dites c'est réel. Très bien. La deuxième question que nous vous posons, donc j'en reviens, c'est, et je repose, entre 104 à 115 millions d'euros de CIR chaque année. Ici, il y a des sénatrices et des sénateurs. Je le redis, nous avons donc découvert que le CIR pouvait ne pas être utilisé qu'en France, mais au sein de l'Union européenne, et qu'il ne pouvait pas être utilisé qu'en propre, mais aussi en sous-traitance. Donc, comme l'ensemble des PDG jusqu'alors, que l'on classe en 2 catégories. Je me permets d'y associer M. Rittmann. Il y a tout le monde et Google. Tout le monde a répondu et Google est dans le flou. Et je vous le dis pour l'instant, vous êtes dans la 2e catégorie, vous allez rejoindre Google. Donc, combien le chiffre? Voilà, est-ce que, par exemple, c'est 50, 65, 80% utilisés en France? Et je vous ai posé une deuxième question. Combien dans votre filiale, notamment en Allemagne? Voilà, je pense que 2 chiffres rapides, que je puisse poser la 3e question et qu'ensuite mes collègues puissent vous le poser. Voilà. Merci beaucoup. On s'est peut-être un petit peu emballé par la passion de la science. Agnès Perret va vous répondre sur ces 2 chiffres. Donc, dans l'assiette du crédit d'impôt recherche en 2023, la sous-traitance représente 85% des dépenses. Et sur ce chiffre, moins de 1% des dépenses éligibles au crédit d'impôt recherche sont de la sous-traitance en dehors de la France, à savoir en Allemagne, pour 4 millions d'euros. Ensuite, je voudrais répondre sur un point, Monsieur le Président. Ces aides sont extrêmement utiles pour la compétitivité. Sans ces aides, le chercheur français serait le 2e le plus cher au monde derrière les États-Unis. Donc oui, il y a aussi les éléments de compétence, l'expertise, les relations avec les partenaires institutionnels qui peuvent être de premier niveau en France. Néanmoins, quand une décision comme Sanofi prend une décision sur la localisation d'un projet, nous sommes obligés de faire le choix du projet le plus compétitif pour notre pérennité à long terme. Donc on le fait sur la partie de recherche, on le fait aussi sur la partie industrielle. Donc je voudrais que M. Charot vous explique, par exemple, à quoi a servi une aide par rapport à un investissement qui a été fait à Sisteron pour la construction d'une usine de petites molécules qui permettra justement de produire l'innovation sur la sclérose en plaques, avec des chiffres. Moi, je propose plutôt qu'on aille au bout des questions, parce qu'autrement, on va revenir sur l'emballement de la science que vous avez écrit. Personnellement, je suis un féru de science. Mais on aura l'occasion, si vous le souhaitez, après d'aller boire un café et de discuter de l'ensemble de vos projets. Mais je veux aller au bout de ma 3e question en 3 quarts d'heure. J'essaie de parler peu, c'est difficile pour moi, tout le monde le sait ici. Bon, donc, je reviens. Donc 85% par la sous-traitance et moins de 1%, c'est ça, à l'étranger.
rien ne concerne la filière allemande. C'est-à-dire, quand vous dites la sous-traitance, rien dans la filière allemande. Alors si, au total, la sous-traitance, donc dans l'assiette du CIR, est de 27 millions d'euros, 4 millions en Allemagne et le reste en France. D'accord. Merci de ces précisions. Ma troisième, puisque donc j'en viens, je ne sais pas si vous avez parlé de ça, mais on a découvert ça, c'est l'IP Box. Donc pour mes collègues, c'est la fiscalité des brevets. Le groupe Sanofi bénéficie, comme l'ensemble des entreprises, dont l'activité est fortement intensive en recherche et développement, d'un avantage fiscal qui est appelé IP Box, excusez-moi de l'anglais, voilà, qui prévoit l'application des taux réduits de 10% d'impôt sur les sociétés pour les bénéfices issus de certains actifs de propriété intellectuelle. Dans sa revue de dépenses d'avril 2024, l'IGF a souligné que ce dispositif n'a fait l'objet d'aucune évaluation probante et que son coût est particulièrement dynamique. J'ai envie de rajouter, ce n'est pas le seul dispositif qui n'a pas fait l'objet d'une évaluation probante, mais c'est un commentaire tout à fait personnel. Son coût est estimé à 1,2 milliard pour l'exercice 2024, pour en tout, alors qu'il était de 475 millions en 2022. Pouvez-vous indiquer à notre commission quel est le montant annuel de l'aide perçue par Sanofi au titre de l'IP Box et comment ce montant a évolué au cours des 5 dernières années? Je vous remercie. Et en même temps, si vous le pouvez, parce qu'on a parlé d'un certain nombre de subventions, d'accompagnement financier, notamment crédit d'impôt, si je regarde quasiment tout, je n'ai pas entendu parler de subventions. Et même de subventions au titre des régions, par exemple, ou européennes. Je trouve qu'on n'a pas été assez large, à moins que vous me disiez c'est zéro, mais je veux bien le croire, il n'y a pas de souci. Mais on n'est pas allé sur le sujet. Donc on va vous répondre sur l'IP Box et sur les aides territoriales. Sur l'IP Box, c'est effectivement un outil de fiscalité, enfin c'est une fiscalité spécifique pour les brevets. Après, par rapport à le débat qu'on a eu sur la science et l'importance de l'innovation, nous avons plus de 50% de nos brevets qui sont localisés en France, ce qui est une vraie chance. Ce qui est une vraie chance sur la capacité je dirais, de la France aussi d'exporter des solutions sur le rayonnement de la France au niveau international. Le mécanisme fiscal des brevets est extrêmement important pour nous. On va vous donner 2 éléments. Moi, j'aimerais bien qu'on vous partage, Madame Perret va le faire, puisqu'elle a bien les éléments en tête, la comparaison du système fiscal de l'IP Box en France par rapport aux autres pays européens, par rapport aux choix qu'on doit faire de compétitivité, et ensuite sur l'évaluation de l'IP Box. Mais surtout, je pense qu'il y a un mécanisme vertueux, parce que quand vous avez une fiscalité des brevets qui est attractive, vous attirez la recherche et le développement, donc vous attirez des recrutements sur des nouveaux projets et vous attirez ensuite des recrutements sur la partie industrielle. Donc j'aurais que vous ayez bien ça en tête, parce que je pense que c'est un élément très critique d'attirer en France la recherche et le développement. Donc, en effet, dans la chaîne de valeur de l'industrie pharmaceutique, la valeur va au détenteur du brevet. Donc c'est vraiment là qu'on met la valeur, et comme l'a dit M. Wolf, sur les 4 dernières années, 54% des brevets de Sanofi ont été déposés en France. Faire de la recherche, c'est bien, mais avoir la propriété de ce qu'on trouve, c'est encore mieux. On fait la recherche en France et on dépose nos brevets en France. Et ça, c'est assez important. Et c'est surtout important dans un contexte, on l'a déjà dit, qui est très concurrentiel. Et pourquoi on met nos brevets en France, pourquoi on fait la recherche en France? C'est parce que les conditions dont on a besoin sont réunies en France. Donc que ce soit l'incitation à localiser les dépenses de recherche et développement en France avec les subventions, on n'en a pas encore parlé, mais les partenariats, les consortiums qu'on peut faire en France pour développer des projets sur la France, on en a parlé, le crédit d'impôt recherche. Également l'existence d'un régime juridique de protection et de défense des brevets forts, ce qui est le cas en France. Et la troisième partie, c'est la capacité de rémunérer les brevets de façon incitative. Et toutes ces conditions-là existent en France. Et le régime de l'IP Box, comme vous l'avez dit, en effet, permet de taxer les revenus issus des brevets avec un taux différentiel, donc un taux de 10% au lieu du taux de droit commun de 25%. Donc ce qui est très avantageux. Mais il est très intelligent, ce régime, dans la mesure où, pour bénéficier du régime, 2 conditions.
La première condition, c'est déposer son brevet en France. La deuxième condition, c'est faire la recherche en France. Si la recherche n'est pas faite en France, vous ne pouvez pas bénéficier de ce régime. Et plus vous mettez votre recherche en France, et plus vous pouvez bénéficier du régime sur un brevet donné. Donc c'est assez vertueux, en fait, dans l'approche. Hein. Mais ça veut dire quoi également? Parce que comme la recherche dans l'industrie pharmaceutique est très particulière, on vous l'a dit, hein, c'est très long, 10 ans pour trouver un médicament, c'est très coûteux, 2 milliards en moyenne, c'est très risqué, une molécule sur 10 à l'issue de la phase de développement est commercialisée. On dépense beaucoup en recherche et développement sans nécessairement commercialiser et avoir des ventes derrière. Donc ça veut dire qu'on engrange beaucoup de dépenses, donc 30% de la recherche du groupe est en France, et pour bénéficier au maximum en fait, des régimes, on va apporter du profit. Donc pour apporter du profit en France, on l'a dit, hein, la France, le chiffre d'affaires de la France pour Sanofi, c'est 3% du chiffre d'affaires du groupe, mais le chiffre d'affaires, il est à 50% aux États-Unis. Donc on va ramener du profit. Pour ramener du profit, on fait quoi? On met nos usines. Et nos usines en France, donc plus de 30% de la production de Sanofi est en France, 90% c'est de l'export. En 2023, on exporte 23 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est énorme. Et ça apporte du profit. Donc c'est une espèce de boucle vertueuse, si vous voulez, où on dépose les brevets, on fait la recherche, on met les usines. Donc après, j'en viens au montant. Donc le montant, donc comme on met 30% de notre fiscalité, enfin de nos brevets, pardon, en France, et que ce régime n'est pas un régime d'ailleurs d'exception, hein, c'est un régime qui existe, comme M. Wolf le disait, dans d'autres pays européens. Le 10% d'ailleurs, sachez que sur les 21 pays des 27 pays de l'Union européenne ont un régime similaire, et le taux de taxation des revenus des brevets vont de 1,75% à 12%. Il y a un seul pays qui a 12%, c'est la Slovaquie. Après, c'est 10%, c'est la France et d'autres pays. Donc on voit que la France, avec une fiscalité à 10%, est plutôt dans le haut du panier, mais c'est quand même un régime qui est très incitatif. D'accord. Donc la pharma étant extrêmement concurrentielle, comme on a 30% de notre recherche ici, du fait du secret fiscal, on ne veut pas donner le montant en séance, mais en toute transparence, on vous donnera par écrit à l'issue de l'audition, en vous expliquant également comment on fait les calculs. Donc si vous en êtes d'accord. J'en suis d'accord, c'est le président qui dira, mais pour ma part, j'en suis d'accord si vous venez nous l'exprimer par écrit. Si le président en est lui aussi d'accord, on fait toujours les choses à deux. Je précise quand même, vous avez dit cercle vertueux, pour que tout le monde comprenne, c'est le cercle de l'optimisation fiscale qui est autorisé. Hein. Ce n'est pas un schéma d'évasion fiscale, c'est un schéma d'optimisation fiscale qui est, je le sais, assez important, qui vous concerne. Ça pose des questions, je le dis, en tant que parlementaire, qui dépasse notre commission d'enquête, mais en tout cas, ça doit nous éclairer dans les débats budgétaires, d'avoir des schémas d'optimisation fiscale, notamment sur les brevets, d'échanges entre filiales. Bon, en tout cas, je le redis, je pense qu'il y a une question et qui reste fondamentale et qui est pour vous, je pense, une question politique au sens noble du terme. On a une belle entreprise française dans le top 5 mondial qui touche de l'aide publique, ce que personne ici, je crois, ne remettra en cause, notamment sur la recherche et développement, mais qui depuis 10 ans en touche substantiellement, plus d'1 milliard, qui a supprimé X milliers de postes, dont dans la recherche-développement, et qui, dernière slide s'il vous plaît, sur le montant des dividendes, qui ne fait, et ça c'est ce que vous avez présenté à vos actionnaires, c'est la slide 18 de votre... Voilà, j'ai regardé tout ça, toute la présentation. Moi, je ne parle pas anglais, mais c'est très bien d'avoir souligné et d'avoir toutes les vidéos traduites en français qui montrent le montant, que ça n'a jamais été aussi haut sur le montant des dividendes. 5 milliards en rachat d'actions, j'ai vu ça. Et donc, ça pose question, c'est qu'on a une entreprise qui est aidée massivement par les aides publiques, qui... et c'est normal, rémunère ses actionnaires plus que significativement. Et moi, je suis très interpellé à mon nom propre sur la question du rachat d'actions. Louis Gallois, d'ailleurs, a parlé de perversion du système.
je ne peux que lui donner raison sur cette question, qui va licencier 330 chercheurs, ça c'est le réel, c'est un PSE, c'est vous qui l'avez annoncé, et qui a des montants significatifs de dividendes. Bon, en tout cas, pour ma part, je suis révolté, je vous le dis tranquillement, et je pense que vous avez une question qui reste extrêmement politique. Je pense que quand on est accompagné financièrement, comme vous l'êtes, par le budget de l'État, soit on réduit le montant des dividendes, soit on licencie pas, soit on réimplante. Enfin, vous voyez, on ne peut pas avoir de l'aide publique, verser des dividendes et puis licencier. Là, il y a une question. Sinon, il y a la question de l'efficacité. Et alors, en plus, sur l'efficacité, pardon de vous le dire, mais sur les dernières crises sanitaires, la plus grosse, c'est la crise du Covid. Pardon, et comme vous avez été les avant-derniers à le faire, on ne peut même pas dire que ça a été efficace. Bon, voilà, en tout cas, je vous remercie des réponses difficiles à obtenir, mais voilà. Et puis maintenant, il y a plein de questions qui, je suis sûr, mes collègues sur France 2030, le Doliprane, plein de choses. Monsieur le rapporteur, oui, allez-y. Pardonnez-moi. Comme vous le disiez, Monsieur le Président, nous avons parlé d'un certain type d'aide, mais peut-être pas de toutes les aides que Sanofi reçoit. Et je voudrais quand même insister là sur la partie industrielle de Sanofi. Sanofi, c'est 14 sites de production en France, c'est plus du tiers de notre empreinte industrielle totale au niveau du groupe. C'est 11 000 personnes, c'est plus du tiers de l'ensemble des effectifs industriels du groupe. Et ça, c'est lié à l'histoire de notre groupe, qui est très présent en Europe et qui est très présent en France, et on en est très fiers. Mais là où je voulais en venir, c'est quoi notre mission de l'industriel ? Comment on investit en France et comment les aides publiques nous y aident ? Parce que ce volet des aides publiques, on n'en a pas parlé, et pour nous, il est aussi extrêmement important. Notre mission à l'industriel, elle est double. C'est de continuer de produire nos produits matures, ceux qui ont perdu leur brevet depuis fort longtemps, mais qui servent toujours nos patients et qui sont un enjeu de santé publique, à des coûts très compétitifs, parce qu'on se bat contre les génériques, mais également de préparer notre outil industriel à ce que sera notre portefeuille de demain, et on en a parlé un petit peu, les nouvelles technologies, et on a parlé d'un certain nombre d'investissements. Et là où je voudrais en venir, c'est le montant d'investissement que l'on réalise tous les ans en France. On investit entre 300, 400, voire 500 millions d'euros en France tous les ans dans notre outil industriel, à la fois pour maintenir, encore une fois, sa compétitivité sur les portefeuilles de produits matures, mais également pour le portefeuille de demain. Et là où les aides publiques sont un élément clé, un élément déterminant aussi dans nos choix industriels, c'est quand l'État nous aide, ou les collectivités, nous aident à investir dans une unité comme l'ULPV à Sisteron, où on investit 60 millions. Et donc le montant des aides publiques sur ces 500 millions d'euros d'investissement. J'y viens. C'est quand même dingue, il faut arriver à presque 1 heure et demie d'audition pour arriver à ce que vous acceptiez de nous dire combien d'aides publiques à l'investissement. Moi, je ne m'arrêterai même pas sur une année, je veux dire sur les 5 dernières années, Sanofi a bénéficié. Le total, Madame Perret vous le donnera, mais je voulais vous donner quand même quelques exemples. Non, pourquoi ça me semble important de mettre des exemples derrière, pour qu'on comprenne bien ce qu'on fait avec cet argent. Et à quoi ça sert ? C'est-à-dire, enfin, on a l'impression, en vous entendant, que quelque part, on ne contrôle pas. Enfin, c'est pas vrai. Je veux dire, quand je prends... Alors, Monsieur Charot, c'est pas qu'on contrôle, vous contrôlez pas. Bien au contraire. Vous contrôlez tellement, et vous voulez tellement contrôler, on dirait plutôt que vous avez l'impression on a l'impression que vous avez du mal à accepter qu'on veuille le savoir. Non, mais donc tout à fait. Je vais vous donner des chiffres. Enfin, c'est le but de la commission d'enquête. Mais vous vous rendez compte le temps qu'il a fallu pour... On n'a toujours pas le chiffre en plus. Mais dans mon propos préliminaire, je vous ai donné le détail. 108 millions d'euros de crédit impôt recherche pour 2023, 17,7 millions d'euros pour le crédit mécénat, 7,4 millions d'euros d'exonération et d'allègement de cotisation, et 5 millions d'euros d'aide de BPI France, d'aide d'ADEME, région, collectivité. Si vous voulez... Ouais. Et sur les subventions, je pense que maintenant, Madame Perret va vous donner ce chiffre. Et quant à l'IPOF, on vous a répondu. L'objet pour nous n'est surtout pas de ne pas répondre à vos questions sur les chiffres. C'est pas du tout notre propos. C'est bien imité. Et plus avec l'IP Box.
Non, mais comme ça, on aura le total. Voilà. Juste les subventions, c'est les 5 millions d'euros que je vous ai donnés pour BPI France, ADEME, régions et collectivités. Voilà, donc 500 millions d'euros investis, 5 millions d'euros de subventions. Non, sur des projets spécifiques, il y a des subventions spécifiques. Je reviens à mon exemple de Sisteron, on a touché 4 millions d'euros, par exemple, sur un investissement qui en faisait plus de 40. Alors là, vous voyez, ça me pose un vrai problème. Sérieusement. Parce qu'il y avait une question qu'aurait pu vous poser le rapporteur. C'est est-ce que vous êtes pour une transparence des chiffres sur les aides? C'est évident. Mais imaginez quand même qu'on ne sait toujours pas le montant global des aides à l'investissement que vous avez perçu. Vous me dites 4 millions, vous me dites 5 millions, et finalement, M. Charot dit... Mais non, Monsieur Wolf, les 5 millions, c'est autre chose. Sur un projet spécifique, on a touché 4 millions. Donc, de ce que je comprends, il se rajoute aux 5. Mais finalement, c'est quoi les subventions que vous touchez? Je vous ai donné le détail. 108, crédit impôt recherche, 17,7, 7,4. Il y a les bonus apprentissage qui sont qui sont une proposition standard en France, dont on est content de bénéficier. Et donc, vous ne pourriez pas vous passer? Pardon? Vous ne pourriez pas vous en passer? Si demain, vous avez passé 12 millions, prenez pas les 1800 apprentis? Toutes ces aides, en fait, elles nous servent à assurer... Je vous pose la question. Si vous n'aviez pas 12,2 millions d'accompagnement sur 1800 apprentis, vous ne prendriez pas ces apprentis? On aurait un coût additionnel, on baisserait en compétitivité. Par rapport, si vous voulez, je pense que le sujet, c'est pas la valeur que crée le groupe, donc les fameux 5 milliards ou les dividendes que vous mentionnez ici, qui sont une valeur du monde entier, de toutes les filiales du monde, avec la réalité. Non, mais les 1800 apprentis, c'est en France. Les 1800 apprentis, c'est en France. Oui, tout à fait. Les 12,2 millions, c'est en France. Oui, après, on reviendra vers vous, savoir, je sais pas exactement si c'est une aide qui est, je dirais, liée automatiquement, je dirais, au recrutement des apprentis, ou c'est pareil. Je regarderai ce point-là, et je reviendrai vers vous. Moi, je pense qu'en grande partie, c'est les 6 000 euros alloués par apprenti. Oui, c'est ça. 5 000, voilà. Oui. Donc, est-ce que s'il y avait eu ces 6 000 euros, s'il n'y avait pas eu ces 6 000 euros, vous auriez quand même pris les apprentis? Donc, comme l'aide allant baisser, je vous rappelle juste que le chiffre global de soutien à l'apprentissage en France, c'est 21,6 milliards. Est-ce que s'il y avait eu ces aides, parce que nous on est là pour voir si les aides sont vraiment efficientes, s'il n'y avait pas eu ces aides, est-ce que vous auriez quand même aujourd'hui 1800 apprentis? Je pense qu'on en aurait moins. Je vais être tout à fait clair avec vous, voilà, on en aurait moins. C'est ce que je vous demandais. Voilà. Après, juste, il y a un point qui est très important, c'est que le sujet des aides publiques, il est à mettre en regard de la compétitivité. La compétitivité, elle s'évalue dans son ensemble. Il y a effectivement des critères de compétence, ça nous intéresse de savoir comment elle s'évalue, parce que tout le monde nous a expliqué, y compris l'ensemble des administrations françaises, ou M. Gallois, que la compétitivité, ça ne s'évaluait pas. Donc ça m'intéresse beaucoup. Quels critères? Comment? Mais pas des grandes théories qui, au final, c'est du vent. C'est comment on arrive à évaluer à Sanofi la compétitivité, sur quels critères, est-ce que vous avez des études? Ça nous intéresse. Parce que comme personne n'arrive à l'évaluer, si vous y arrivez, on donnera même à l'administration comment on arrive à le faire. Ouais, la compétitivité, elle s'évalue projet par projet. On n'a pas d'évaluation en disant on fait le choix de la France, des États-Unis, à un moment donné, etc. C'est projet par projet. Mais je vais vous donner juste un contre-exemple. L'Angleterre, comme vous le savez peut-être, a décidé de réduire ses aides et ses soutiens à l'industrie de santé. En quelques années, l'Angleterre a divisé par 2 ses études cliniques et divisé par 2 ses investissements dans l'industrie de santé. Donc les aides sont un soutien qui sont effectivement utiles et qui sont efficientes pour assurer une compétitivité, assurer qu'on a bien 30% d'empreinte en France sur la recherche et le développement et sur la partie industrielle. Maintenant, on a des exemples concrets. Si vous en êtes d'accord, je pense que Jacques Wokman aura des... Non, on va passer directement aux questions. Martine, tu veux poser la question avant de partir ou tu dois partir? J'avais une question parce que c'est pareil, on n'a pas eu de précision sur le sujet. Merci, Martine. Oui, merci beaucoup, Président. Oui, moi j'aimerais vous poser une question. Vous n'avez pas... Alors, est-ce que vous avez perçu des subventions dans le cadre des plans France Relance ou France 2030? C'est simple et direct. Merci. France Relance ou, pardon, j'ai pas compris. Ou France 2030.
Si oui, combien? Sinon, non. Oui, réponse oui. Combien? Je n'ai pas la réponse. On vous la donnera après parce que c'est vrai que vous ne pouviez pas vous attendre à ce qu'on vous pose une question sur les subventions que vous avez touchées. On vous a demandé les subventions et là vous n'en avez pas du tout parlé alors que je pense que vous avez fait partie de ces programmes. Donc si vous pourriez nous le dire. Absolument. Donc Monsieur Volkmann, si c'est pour répondre sur le montant des subventions. Absolument. Voilà. Donc Madame la sénatrice, je vous réponds. Donc oui, dans le cadre des recherches et de la développement, on a en effet touché des aides dans des cadres de projets communs, donc de fameux PPP, Public Partnership. Et en fait, c'est très simple. Sur un projet technologique qu'on a fait avec le CEA qui s'appelle Calypso, j'ai les chiffres sous les yeux, donc c'est globalement un projet de plusieurs partenaires, dont Sanofi, qui coûte à peu près 17 millions d'euros, et l'État, dans le cadre de la BPI, a mis 8 millions d'euros. Voilà, c'est ça. Et on a fait un récemment, et ça a été brièvement évoqué par M. Wolf en introduction, dans le cadre de la thérapie génique, sur un autre projet qui s'appelle Widget, où l'idée c'est d'améliorer. Et là aussi, il y a eu des subventions. On est plusieurs partenaires. Il y a l'INSERM, il y a un certain nombre de partenaires, dont Sanofi. Et c'est un projet qui globalement, c'est sur plusieurs années, donc je ne vous donne pas un chiffre sur année, qui globalement coûte un peu plus de 20 millions. Et l'État a mis 18 millions dans ce cadre-là. Et pour répondre à une de vos questions, monsieur de tout à l'heure, en disant mais est-ce que ça sert? Ces deux projets-là, nous ne les aurions pas fait, nous, Sanofi tout seul, point. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et nous l'avons fait avec des partenaires académiques et des partenaires industriels en France. Voilà. Donc, alors là, vous nous citez deux cas, mais ce qu'on aurait aimé, c'est, même si c'est à multi-partenaires, etc., de savoir combien ont été investis et combien bénéficiaient de subventions. France 2030, France Relance, mais on n'a pas la réponse. Vous nous donnez deux exemples, il y en a peut-être 10, il y en a peut-être 12. Enfin, vous n'êtes pas venu pour nous dire, par exemple, vous êtes venu pour nous dire, voilà combien ont été investis ces dernières années grâce à France Relance, grâce à France 2030, et voilà combien, même si ça a été fait avec d'autres partenaires, et pas uniquement Sanofi, voilà combien l'État, sur quel montant l'État nous a accompagnés sur ces investissements. Et la conclusion est que s'il n'y avait pas eu ces accompagnements, nous ne l'aurions pas fait. Alors, c'est ce que je vous ai dit. Et oui, mais vous avez deux exemples. Non, mais je suis sûr que si on cherche, il y en a d'autres. Non. Alors, d'un point de vue technologique, c'est les deux qu'on a. Pour répondre à votre question, Madame la sénatrice, donc ça fait partie des 5 millions que Monsieur Wolf mentionnait tout à l'heure. Donc, c'est dans les montants significatifs que l'État... Non, mais c'est sur plusieurs années. Donc, c'est des investissements. Dans les chiffres qui ont été donnés par M. Wolf, c'était sur l'année 2023 de mémoire, sur ce qu'il a mentionné. Donc, c'est des aides qui sont étalées sur un certain nombre d'années. Merci. J'avais une question de Evelyne Renaud-Garabédian et de Anne-Sophie Romani. Merci, Monsieur le Président. Je voulais vous revenir sur l'une des questions qui porte sur l'international. Quand vous avez une Sanofi France qui a une filiale à l'étranger, mais qui est une filiale de Sanofi, est-ce qu'il arrive que les aides que vous touchez en France, des crédits d'impôt recherche, vous les utilisez pour les plateformes étrangères, en dehors de la somme dont vous avez parlé tout à l'heure? Et est-ce que vous avez le même système à l'étranger, pas dans les pays européens, mais en dehors des pays européens? Est-ce que vous avez des crédits recherche impôt sur des filiales françaises de Sanofi? On va passer à la deuxième question, Anne-Sophie Romani. Merci. Vous avez dit tout à l'heure que les aides vous permettaient de soutenir le développement pour garantir la souveraineté sanitaire. Vous avez dit aussi que vous faisiez de la recherche en France, que vous déposiez des brevets en France. Vous n'avez pas parlé de la fabrication et nous avons un exemple assez récent d'une filiale de Sanofi qui a été vendue à un fonds de pension américain alors qu'il y avait un fonds français qui proposait de reprendre Opella. On a bien compris qu'on parlait du même. Je voulais savoir si sur les 2200 dispositifs d'aide, parce que vous les connaissez bien sur le crédit impôt recherche, aucun dispositif ne vous permet de garder la production française sur notre territoire. Et cette souveraineté et cette production du principe actif qu'est le paracétamol, qui crée quand même des enjeux de souveraineté sanitaire importantes. Je suis partie aussi parallèlement de la Commission aux affaires sociales, donc je lis les deux, excusez-moi, mais on a un vrai enjeu. Et aujourd'hui, je suis assez surprise d'entendre les millions
d'aides qui ne vous permettent pas de garder de la production sur notre sol français. Ça peut être effectivement des choix stratégiques d'entreprise, mais quand à un moment on perçoit autant de l'État français et qu'on ne garantit pas la continuité de la production sur le sol français à des entreprises françaises, ça m'interroge. Je vais vous répondre sur les deux points. Sur Opella, le choix du repreneur, il s'est fait sur le projet de croissance. Opella, c'est de la santé grand public, c'est de la marque, c'est des produits matures. Sanofi, le nouveau Sanofi qu'on vous a décrit, c'est le Sanofi d'innovation, nouvelles molécules. C'est pas le même métier. Le choix, c'était la même entreprise, mais les perspectives, on n'était pas capable d'accompagner la croissance suffisamment des deux pôles. Donc c'est pour ça qu'il y a eu la séparation, l'autonomisation d'Opella, qui a été préparée pendant plusieurs années pour assurer un projet de croissance. On a mis toutes les garanties pour que le Doliprane soit sécurisé pour les Français. On a gardé le site, on a gardé le siège mondial en France, on a gardé 48% de parts dans la société. On a eu des garanties d'emploi, des garanties de production, des garanties d'accord avec justement la société qui s'appelle Sequence, qui construit aujourd'hui le principe actif. Ces garanties, elles ont été données. Donc ça, c'est ma réponse sur Opella. Sur la capacité de localisation des usines en France. Sanofi ne délocalise pas. On est le principal contributeur à la production industrielle en santé en France. On ne délocalise pas. On se transforme, c'est évident. Je vous l'ai expliqué, on a besoin de se transformer pour s'adapter au marché, pour s'adapter quand on a un site de production qui n'a pas assez de capacité, soit on investit, soit il y a des cas où effectivement on est obligé de céder un site pour lui donner un avenir. Et vous avez des cas où d'ailleurs l'emploi continue de se développer avec un repreneur. Voilà mes deux réponses. Pardonnez-moi, simplement un élément de réponse. Donc les deux sites... je voulais terminer simplement sur un point complémentaire. Donc les deux sites de Compiègne et le Lisieux auxquels vous faites référence vont continuer de produire le Doliprane sur le sol français à l'avenir. Et on va également acheter la matière première, pour une partie d'entre elles en tout cas, chez Sequence, comme Sanofi s'y est engagé auparavant. Il y a le Doliprane, il y a aussi effectivement le Mahalox, il y a la Lysopaïne, il y a aussi des sites sur Reims. En tant que sénateur de la Marne, je m'en inquiète. Très vite, pour répondre à la question de Madame la sénatrice sur est-ce qu'on a, dans le cadre du CIR, de la sous-traitance, on l'a évoqué tout à l'heure, la réponse est oui, c'est autorisé. Dans le cadre des critères d'éligibilité, on peut. Agnès vous a répondu tout à l'heure, on a 4 millions qui ont été faits en Allemagne, en effet. C'était une des questions que vous aviez, monsieur le rapporteur. Donc, à la réponse, y a-t-il de la sous-traitance? Oui, c'est peu de... Une sous-traitance, vous considérez qu'une filiale de Sanofi installée à l'étranger, c'est de la sous-traitance? On a rentré ces critères, ces activités sur notre site de Francfort, pour faire court, puisque c'est en Allemagne, parce qu'il y a des technologies dans le cadre de projets que nous menons en France. Et encore une fois, c'est dans le cadre du CIR, on n'est pas sorti des critères qui sont définis dans le CIR. Donc oui, il y a une petite partie, les 4 millions que mentionnait Madame Perret tout à l'heure, qui ont été sous-traités sur notre site en Allemagne, parce que la technologie qui nous permet de faire avancer nos programmes qui sont globalement gérés en France se trouve en Allemagne. Voilà. Et on l'a fait dans le cadre évidemment de ce qui est autorisé dans le cadre des critères d'éligibilité. Je me permets une dernière question, Monsieur le Président, si vous m'y autorisez. Pas de problème. Pour revenir après ma collègue Romani, que je partage, la question de la souveraineté, notamment sur le Doliprane. Vous savez que c'est ça qui a fait l'actualité, Orpella, pardon. Opella. Pardon, on en revient. Je crois que ça a été valorisé à 16 milliards. Vous avez cédé 50%. Pourquoi le choix de Clayton, Dubilier & Co. là, et pas un repreneur français? Peut-être qu'il n'y en avait pas d'autres. C'est ça. Et la question, quand même, se pose, combien cette filiale a touché d'aide publique? Parce que... peut-être que là, je serai seul, je pose la question, mais la revente d'une filiale stratégique, si elle a été mise à flot ou contribué fortement avec des aides publiques et qu'il y a une valorisation financière telle qu'elle, on peut se poser une question. D'ailleurs, je vais reprendre cette proposition, je vais l'extrapoler un peu, mais c'est ce qu'a dit en creux hier un des PDG, M. Pouyanné. On peut accompagner des entreprises, mais lui il disait on peut avoir des avances remboursables en retour, voilà. Et je me dis, lorsque une entreprise est valorisée 16 milliards et qu'on en vend 50%,
est-ce qu'on ne devrait pas, à un moment donné, se dire que, je ne vais pas prendre les 30 dernières années, mais sur les 5 dernières années, si l'État a contribué à ce que cet actif prenne de la valeur, il n'y ait pas un retour à un moment donné. Voilà, donc ça nous intéresse quand même de savoir combien cette filiale a touché d'aide publique sur les 5 dernières années. Alors, sur la partie choix du repreneur, le choix il s'est fait vraiment sur le projet de croissance et notamment CDNR qui a repris effectivement 50% de. Il y avait d'autres repreneurs. Il y avait un autre repreneur effectivement à fonds français, mais qui n'avait pas du tout le même. Oui, mais avec un financement derrière qatari, un financement étranger qatari. Et surtout, ce qui comptait pour nous, c'était d'avoir un vrai projet de croissance. Et ce qui nous intéressait avec CDNR, c'était sa capacité de développement sur le territoire nord-américain pour avoir la taille critique pour Opella, pour avoir vraiment un projet de croissance et de développement à long terme. Ça a été le critère de choix. C'est important de le souligner. Sur les aides que Opella, on vous donnera, je n'ai pas le chiffre en tête, ce ne sont pas des gros chiffres, les aides qu'il y a eu historiquement sur Opella. Nous avons continué d'investir dans Opella, donc il y a potentiellement eu quelques aides, mais encore, je dirais, pas de gros montants. Ces aides, elles ont été associées à des projets qui sont exécutés ou qui sont en cours d'exécution, et toutes les capacités, les engagements qu'on a eus de maintien de volume, de maintien de l'emploi, etc., sont, je dirais, quelque part parmi les contreparties de ces aides. Donc, et d'ailleurs, les aides de type CIR, etc., ne dépendent pas, je dirais, de la nationalité des entreprises. Il y a des aides CIR qui bénéficient aussi à des entreprises non françaises. Bon, et dernière question, je reviens à... Bon, j'en ai deux qui sont... J'ai toujours pas les résultats, vous n'avez pas... Non, les résultats, est-ce que vous n'avez pas eu le temps depuis tout à l'heure de trouver les résultats de Sanofi France sur les dernières années? Ça, c'est avec la IP Box. On va avoir un long courrier avec plein de réponses. Il y aura celui-là... Non, vous ne les avez pas. Alors, je ne les ai pas avec moi. Et juste pour être précis, en fait, nous avons consolidé les montants des aides reçues en 2023, qui était la demande. Et c'est pour ça que, en fait, vous avez l'impression qu'on ne vous donne pas toutes les subventions. Parce qu'en 2023, sur les subventions directes, que ce soit Choose France, que ce soit BPI, ADEME ou autres, c'est 5 millions. Mais c'est des programmes qui sont pluriannuels. Donc, c'est les montants qu'a donné M. Wolf, oui, donc on a sur Calypso, Widget. C'est pour ça que j'étais en train de dire pourquoi on se contente de 2023. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les 5 ans. En fait, c'est ça le problème. C'est que ce n'est pas un problème d'exhaustivité des montants. Si je multiplie, j'arrive à 140 millions, est-ce que si je multiplie 140 millions par 5, j'arrive à ce que vous avez touché pendant 5 ans? Ou est-ce que j'arrive C'est variable, ça dépend des projets. Voilà. C'est variable. Voilà. Après... Donc on est désolé, on avait consolidé les chiffres sur 2023, mais si vous voulez savoir, par exemple, sur les gros projets de Choose France... Ça serait plus pertinent d'avoir sur 5 ans, parce que là, les investissements industriels qui sont une année et pas l'autre... c'est l'incompréhension, je suis vraiment désolé. Je suis quand même hyper étonné qu'aucun de vous quatre ne soit capable de me donner les résultats de Sanofi France sur les dernières années. Franchement... Alors, Sanofi France, je vous ai donné le chiffre du chiffre d'affaires, et après, pourquoi la difficulté, c'est que... les résultats. On vous le donnera par écrit. Non mais... Oui. Ne pas connaître son résultat. Vous voulez pas le donner, dites-le. Bah oui. Pas le donner. Mais bien sûr que si, on va vous le donner. Bah pourquoi vous le donnez pas? Bah oui. Mais... Pourquoi vous le donnez pas? Alors, on vous a donné les chiffres globaux. Oui, ça, le résultat de Sanofi sur les 5 dernières années, en moyenne. Le résultat net, c'est pas du secret des affaires. Non. C'est connu. D'ailleurs, je crois que je l'ai vu passer dans les slides. Parce que comme j'ai fait tout votre site internet, toutes les slides, je vais te le retrouver. Je vais te donner la réponse avant. J'aurais bien voulu que monsieur le directeur me le donne. Oui, mais je vous ai dit 1,9 milliard de chiffre d'affaires en 2023 et sur le profit, je vous le donnerai. Et pourquoi, en fait, j'ai une petite difficulté là-dessus, c'est que 1,9 milliard contenait Opella, il faut que je déduise la partie profit de Opella à ce moment-là. C'est juste ce point-là. Ah oui, c'est une opération tellement compliquée. Juste, moi, j'aimerais bien revenir sur... Non, moi, j'avais 2 dernières questions, si vous permettez, qui sont un peu gimmick. Maintenant, c'est les dernières. Non, mais je vous propose, Monsieur le Président, je crois qu'aucun de nos... Est-ce que vous êtes, oui ou non, pour la transparence des aides publiques aux grandes entreprises? Pour l'instant, l'ensemble des PDG nous ont dit oui. Pas que ça soit un travail qui soit fait par vous, mais plutôt par l'administration et rendu public. Je précise, parce qu'on nous a dit... Je
crois que c'était l'audition de hier. On veut pas avoir à faire le travail, mais on est d'accord avec la transparence. Donc je vous pose la question dispositif par dispositif. Et la deuxième question, est-ce que vous comprenez, alors peut-être que j'ai déjà la réponse, mais je vais quand même vous la poser, qui est l'émotion, de la colère, de voir des grandes entreprises qui touchent des aides publiques conséquentes, versent des dividendes. D'ailleurs, ça, c'est justement la compétitivité. Je dis bien qu'il est logique de verser des dividendes, mais à ce montant-là, verse des dividendes, et pour vous, la compétitivité, c'est la rentabilité financière conséquente, et licencie la même année, et notamment les 330 à Vitry-sur-Seine, et j'en reviens, en plus des chercheurs dont je pense que nous aurions besoin, en plus, de développer un peu plus la recherche. Voilà, je vous remercie. Plusieurs points sur la partie transparence. Nous sommes pour la transparence avec les organismes d'État, avec le gouvernement, etc. Sur la transparence qui irait au-delà, c'est-à-dire une transparence totale sur Internet. Le point juste de vigilance qu'on met sur la table, mais qui n'est pas que pour nous, qui est pour la France, vous, nous, les autres entreprises. Faisons attention à l'utilisation que pourraient faire d'autres pays qui ne jouent pas le jeu de la transparence. Qu'est-ce que ça pourrait être concrètement? Vous pourriez y avoir des pays, si la France publie toutes les aides qu'elles font, il y a des pays qui pourront aller plus dans le dumping, pourraient mettre en danger la compétitivité. Donc c'est ce point d'attention qu'on a par rapport à la transparence. Ça, c'est important. Le deuxième point sur les dividendes. Pardon, je vous coupe, mais tout le monde dit ça, je n'ai pas compris pourquoi. Effectivement, vous avez raison. Par exemple, la Chine ne publie rien, mais aide à foison ces entreprises. Ça, c'est... Voilà. Donc là, on peut être d'accord. Les Américains, n'en parlons pas. Bon, bref. Mais qu'est-ce qui fera que tel ou tel pays versera peut-être plus? C'est quoi le problème de compétitivité? Je vais vous donner monsieur le rapporteur, je vais vous donner un exemple. Oui. Imaginons qu'on ait un investissement massif à faire sur une nouvelle technologie, 1 milliard d'euros. On se pose la question entre la France et la Chine. Si la France, pour ce type d'investissement, a publié que les aides, c'est tant, la Chine, dans les négociations, aura cette information et il pourra aller plus loin. C'est juste ça. Donc le point, il est ensemble. Et vous allez me faire croire que vous n'allez pas, en fonction des aides qui vous sont versées, choisir... Alors, attendez. Monsieur le Président. C'est incroyable parce que j'ai l'impression de passer... Alors, je le dis, pour moi, ce n'est pas une insulte du tout, c'est un choix et c'est des convictions. Mais c'est la première fois, avec vous, que j'ai l'impression d'être à côté de mes pompes sur mes convictions. Moi qui suis un libéral, chacun le sait, un vrai libéral, je défends le libéralisme et le capitalisme, je le sais, mais social. Ça existe. La preuve. Et j'ai l'impression vraiment d'être à côté. Attendez, ne m'expliquez pas, franchement, que vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, les aides publiques décident de la compétitivité d'un projet, et donc c'est ce qui va orienter vos choix. Et si vous le faites en France, et ce qui m'embête, c'est que c'est l'intégralité de l'audition qui s'est passée de cette façon-là. Si vous faites le choix d'investir en France, c'est parce que les aides publiques rendent vos projets compétitifs. Bon, vous n'allez pas m'expliquer... Enfin, j'ai l'impression que vous avez une opinion des élus, notamment des sénateurs, comme si on était en dehors du coup. Enfin, moi, je travaille, et un certain nombre ici, tous les jours avec le monde des entreprises. Je suis président de la délégation aux entreprises. J'ai une petite notion quand même de comment fonctionne une entreprise et comment fonctionne le système français, européen, international. Et vous êtes en train de me dire, d'un côté, vous décidez de l'endroit au niveau du monde, de là où vous choisissez vos investissements et vos développements en fonction des aides qui sont versées, et vous me dites, il ne faudrait surtout pas que ça sache combien d'aides on va toucher sur un projet d'investissement, parce que d'autres pays seraient capables de se mettre en concurrence par rapport à la France et de nous attirer différemment avec des aides supplémentaires. Enfin, il y a un moment, je ne peux pas accepter ça, monsieur le directeur. Ne me dites pas que dans votre stratégie mondiale, vous-même, vous n'allez pas non plus voir les différents pays, les différentes structures, et vous leur dites, voilà, moi, en France, si je mets 1 milliard sur un projet, ça, je suis accompagné, je sais pas, 50 millions d'euros,
il y a peut-être une possibilité quelque part que le projet se développe. Alors, vous parliez de la Chine, mais d'autres pays, aux États-Unis, peu importe. Mais pour ça, il faudrait quand même que... Ou alors, je n'y comprends plus rien au monde des affaires. Quoi. Non, mais monsieur le Président, je ne m'inscris pas du tout dans dans l'impression que vous avez. Notre point aujourd'hui, c'est vous transmettre de façon transparente le fonctionnement pour vous donner l'expérience qu'on a dans notre écosystème pour pouvoir éclairer le plus possible qu'on peut la Commission, et c'est une grande chance pour les industriels de pouvoir s'exprimer. Le point, il est le suivant, c'est que les aides entre les États, elles sont extrêmement différentes. Il y a des mécanismes le CIR, c'est quand même assez spécifique. Il y a d'autres aides dans d'autres pays. La transparence totale sur les mécanismes des aides et des montants pourrait être utilisée par les autres pays. On ne rentre pas dans le détail, on ne fait pas du dumping entre pays. On analyse les dossiers. Non, mais nous, on parle d'un montant global. Oui. Un montant global. Oui, tout à fait. Mais projet par projet, si on met si on met à risque la compétitivité, c'est pas ce qu'on veut collectivement, je pense. C'est en ça que je dis qu'on n'est pas déconnecté du monde des affaires. Enfin, très bien. Voilà. Bon, est-ce que notre rapporteur a un dernier point? Ben non, mais moi j'ai pas une réponse. Moi, vous faites de la politique. Moi, j'essaie de répondre à la question. Oui. Non, mais je rigole. Donc, transparence, ok. Point entre dividendes substantiels, oui, aide publique et licenciement, et notamment la question, je redis, des 330 chercheurs. Je ne reviens pas sur les 3 PSE avant, mais le dernier, quoi. Alors, sur la partie dividende, la capitalisation boursière de Sanofi, si vous mettez en regard les dividendes, on est dans la moyenne de l'industrie pharmaceutique. La capitalisation boursière de Sanofi, c'est 140 milliards de mémoire. Et du coup, vous êtes à 4 milliards de dividendes, c'est le loyer de l'argent, c'est la rémunération des actionnaires. Sur les rachats d'actions, je vais y venir tout de suite. Je vais revenir sur l'emploi. On transforme, on modernise. On a maintenu le même niveau d'emploi en France en pourcentage de nos activités globales. Vous avez très peu de groupes, notamment dans la santé, qui l'ont fait. Donc c'est important d'insister là-dessus. On prend des décisions parfois sur effectivement des cessions de sites ou des réorganisations. On ne les prend pas ces décisions de gaieté de cœur, on les fait parce qu'on est obligé de le faire pour être compétitif. Personne ne dit que vous les prenez de gaieté de cœur, mais d'abord, c'est toujours pareil, un PDG qui nous dit ça, mais en premier lieu, c'est d'abord les salariés qui sont impactés et qui perdent leur job. Donc je redis ça. Donc ma question n'est pas celle-là, je redis, comprenez-vous l'émotion, la colère face à une entreprise telle que la vôtre, nationale, qui verse des dividendes substantiels, plus rachat d'actions, touche des aides publiques importantes et licencie la même année. Voilà, c'est la seule question. On a un PDG qui nous a dit ici, moi, comme j'ai voulu maintenir le taux des dividendes, j'ai remboursé les aides et j'en ai refusé certaines. Parce que j'ai voulu prendre un choix qui était celui de maintenir le montant et le taux des dividendes. Est-ce que enfin, apparemment non, vous n'êtes pas dans cette logique, mais qu'est-ce que vous en pensez? Le rapport qu'il peut y avoir entre le fait de verser des dividendes plutôt très élevés, et c'est un libéral qui vous le dit, et celui de bénéficier d'aides publiques. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'à un moment, les aides servent à verser, quand c'est d'un niveau plus, que les aides servent à verser des dividendes? Et le PDG qu'on a auditionné était très clair en disant on peut verser des dividendes en touchant des aides. Mais à partir d'un certain niveau de dividendes, je considère que si je veux, moi, aller au-delà d'un certain niveau, je peux le faire, mais ce n'est pas de l'argent public que je redonne à mes actionnaires, c'est de l'argent et des richesses générées par l'entreprise. Donc, comme je voulais maintenir un niveau élevé de dividendes, j'ai refusé les aides ou j'ai remboursé celles que j'avais touchées. Votre position? Oui, c'est la même question. Oui. Sur le pourcentage de dividendes, on est dans la moyenne de la pharma. On ne peut, si on se met en dessous de la moyenne de la pharma, qu'est-ce qui va se passer? On va être moins attractif, on va avoir moins d'investisseurs, on va perdre le cycle d'innovation vertueux qu'on cherche à avoir. On va être moins capable d'investir. Les aides publiques,
Et les dividendes, c'est... J'entends ce que vous dites quand on met les deux comme ça agglomérés. Mais c'est un raccourci, à mon avis, qui est un petit peu dangereux. Pourquoi ? Le dividende, il se fait sur un résultat qui vient après le paiement des salaires, le paiement des investissements, le paiement des charges, le paiement des sites industriels et les sites de R&D. Les aides, elles viennent... Les aides... elles viennent en diminution des dépenses pour un investissement donné, pour rendre ce projet attractif, compétitif. Comme vous le disiez, M. Volkmann, on a des aides sans lesquelles on n'aurait pas pu décider d'investir en France. Pourquoi ? Parce que le même projet, dans un autre pays, aurait été plus compétitif. Et on se doit de prendre la décision de la compétitivité par rapport à notre environnement hyper concurrentiel. C'est juste ça. Globalement, sur l'ensemble de vos résultats français, qu'un dossier soit un petit peu moins compétitif en France qu'ailleurs, etc. Mais globalement, si je regarde l'ensemble des aides que vous avez touchées et l'ensemble des dividendes, je me dis qu'il y a une bonne partie des aides que vous avez touchées qui sont parties en dividendes. Je parle globalement, je ne parle pas dossier par dossier. Et les salariés... Je ne pense pas que vous gériez votre entreprise dossier par dossier. À la fin, quand vous rendez des comptes, vous les rendez de façon globale. La question que vous posez, elle est plus conceptuelle sur la façon dont la répartition de valeur se fait. Et j'entends, c'est une question qui se pose. Néanmoins, on est dans un environnement compétitif, à la fois au niveau des actionnariats, et eux regardent la répartition de valeur, eux regardent le retour sur leur investissement, et à la fois sur nos projets et nos capacités d'investissement, ce que vous mentionnez sur l'efficience. Et nos clients, eux, attendent une efficience de notre entreprise, et sur la recherche, et sur l'industrie. Non, les acheteurs, les clients. Les organismes de santé. Donc pour vous les salariés sont la variable d'ajustement et finalement... Bah si, je finis. Et donc finalement, c'est comme ça. Non mais je dis ça parce que c'est ça la question qui est posée. Moi, je ne redis pas, on a eu un débat sur le versement des dividendes. C'est pas ça la question. On peut avoir un débat sur le montant, la rémunération, j'entends, des actionnaires qui ont investi du capital. Bon, ça demanderait d'ailleurs ça demanderait d'ailleurs qu'on ait un débat, parce que l'investissement des actionnaires en France fait très peu en fait en apport de cash, et c'est beaucoup pour la rémunération. Enfin bon, bref, peu importe, c'est pas l'objet du débat. Je sais que là, il y a du désaccord entre nous, et c'est pas grave, on l'assume. Mais la question, c'est quand on verse des dividendes substantiels, qu'on touche des aides publiques, et que la même année, on décide de licencier, et en plus là, c'est de la recherche et développement, voilà, c'est une question qui se pose, et pas que par le rapporteur communiste, ou le président de la délégation, ou d'autres membres de la commission, mais à l'extérieur, et vous le savez bien. Et je pense que là, il y aura un débat extrêmement fort. Donc soit c'est de la modération de dividendes, soit c'est une partie de remboursement des aides, soit c'est de dire cette année-là, on ne bénéficie pas d'aide parce qu'on est obligé de restructurer, et donc voilà. Mais, parce que là, on a l'impression c'est fromage, dessert et digestif, quoi. Et à la fin, c'est les salariés qui sont la variable d'ajustement. Non, on a bien compris, on ne va pas s'étendre davantage, merci. On a bien compris que pour vous, il n'y a pas forcément de relation entre le fait, mais c'était surtout par rapport à ça que je pense le rapporteur posait la question, il n'y a pas forcément de relation entre le niveau des dividendes, le fait de licencier, le fait de toucher des aides publiques, c'est complètement distinct, mais on l'a bien compris, il n'y a pas de souci.